hop, hop. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et on se retrouve encore un dimanche dans le bunker. Merci à tous ceux qui sont présents. Comment ça va, GG? Salut les gars, Rami, ça va ou quoi? Salut, ça va et toi? Ouais, ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir partagé. Let's go. T'es où là? T'es en Malaisie? Ouais, je suis à Kuala Lumpur actuellement, pour Il est l'instant. quelle heure? Tard. Après ça, je suis en natif décalé depuis un certain temps, mais il est 4 heures. Oh putain. 4 heures du mat. On te Ouais. fait veiller ou Non, habituellement, je dors vers 6. Je finis de bosser vers 6 à peu près. Putain, déter. Et bon, science, Oussama, très Oui, bonne alors les soirée. gars, on est désolé. Oussama Amar, tu vois, il est complètement insaisissable. On peut pas l'attraper. Catch me if you can. Non, blague à part, il a eu des problèmes perso. Il n'a pas pu venir. Mais c'est sans doute partie remise. On avait préparé une assez belle émission pour changer un peu à thème autour d'Attrape-moi si tu peux. Donc c'était L'insaisissabilité. l'insaisissabilité, c'était ce qui était prévu, mais on va stick to it. Et puis voilà, à part ça, moi je suis de retour de la conférence CryptOxer qui a eu lieu à Auxerre ce week-end. Mais non. Et ouais, c'était assez intéressant. Il y avait toute une partie Bitcoin, il y avait Ok. toute une partie crypto. Et je salue chaleureusement Max Métis qui a fait un gros travail dans sa ville, mine de rien. La conférence était grosse. Il y a eu beaucoup de gens qui ont investi et ils ont fait un gros travail pour que les bitcoiners puissent payer de partout en bitcoin. Je crois qu'il y a 40 commerces qui ont été convertis. Donc bravo à Max et son équipe. J'ai passé un bon moment. D'ailleurs, toi, Rami, t'es quoi? Est-ce que tu te considères comme un Bitcoin maximaliste ou C'est une grosse réflexion, mais au début, j'étais rien, tu vois. Je savais pas ce que ça voulait dire le maximalisme. Puis après, plus j'ai avancé et je suis tombé dans le terrier. Et après, on va dire le terme Bitcoin minimaliste m'a beaucoup plu, tu vois. C'est que par défaut, j'aime beaucoup Bitcoin et le reste, OSEF. Enfin, de base, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et après, de par le business, je fais des cryptos, mais j'y attache aucune philosophie particulière. C'est vraiment une industrie comme une autre. ouais, Mais vraiment c'est le comme si tu côté, taffais dans une banque, quoi. Tu viens traire la vache, tu prends ton bif et t'enchaînes, ouais. quoi. Bah ça, c'est un gros débat chez les bitcoiners. Est-ce que c'est pire? Parce qu'il y a des bitcoiners qui bossent dans les banques, tu vois. Est-ce que Ouais, c'est non, non, pire mais de je suis bosser dans d'accord. une banque ou dans les cryptos? Moi, je dirais que c'est pire Franchement, de c'est bosser dans pareil, une hein. banque. Ouais, je sais pas. Ouais, à voir, ça dépend. Ça dépend. Alors j'en Mais tu sais, dans profite le pour bunker, dire. on n'est pas maximaliste, hein. Tu sais, tu peux taffer dans les cryptos, c'est très bien, hein. Si le mec, J'en faut aller, à profite, un moment donné, faut payer ses factures, tu vois. j'en C'est profite clair. pour dire bonsoir à tout le monde. Bonsoir Millet, bonsoir Yak. Ça s'arrête pas le countdown. Il est déjà arrêté le countdown, Yak. Salut à Kinoko, qui salue Rami, hein. T'as vraiment un fan là dans l'audience. Salut à CBD France, salut à Sébastien White, je sais pas qu'est-ce qu'il a donné ses mots de seed. Salut à Bitcoiner Nomade. Merci à tous d'être présents au rendez-vous, ça fait plaisir. Alors les Du gars, quand coup, même, pour présenter Rami, c'est quand même un hustler international qui, après avoir fait un petit bout de carrière en France, s'est expatrié dans plusieurs pays. Donc on est vraiment sur un archétype type du mec qui print de l'argent avec du Wi-Fi, qui vit la nuit, qui va à la salle, qui va faire du networking et qui boit du champagne. Donc ça va Non, être non, non. intéressant de voir un peu ce que tu as à nous dire sur tous ces Je sais pas sujets-là. qui c'est dire ça. avant qu'on Je enchaîne sais un dire peu ça. plus loin, j'ai remplacé le logo là, juste là, hop, ici, du bunker par un autre QR code parce que l'instance que j'utilise pour recevoir les dons d'habitude sur le petit QR code qui est plutôt en bas à droite ne fonctionne pas ce soir. Donc j'ai réagi un peu à la va-vite. Si jamais vous voulez faire des dons au bunker pour qu'on continue à améliorer la chaîne, qu'on prenne une vraie caméra à GG par exemple, et que je puisse donner à manger à mes nombreux enfants, vous n'hésitez pas à faire un petit don ici en Bitcoin Lightning sur le QR code qui est juste là. Let's go. On attaque la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse. Alors attends, on va partir dans le tunnel, Rami. Et je t'invite Ok. voilà, à revoir l'actualité. Au cas où tu ne le savais pas, je fais un rappel pour la commu. Quand vous voyez des choses sur X qui vous font rire ou auxquelles vous voulez qu'on réagisse, simplement, vous les commentez avec le hashtag le bunker et ça nous permet en une seule recherche de les voir tous et de pouvoir les reviewer en live et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On rentre dans D'ailleurs, le tunnel.
dédicace à Paul Wolfoni, qui est l'un des premiers mecs à taguer Ouais, le c'est clair. bunker un peu partout. Il nous donne pas mal d'infos sur ce qui se passe, c'est cool. Et hop, on Ok, est parti. let's go. Là, on est parti sur même de la semaine. Ça nous a bien fait marrer. On voit le français qui, tu Attends, sais, j'ai un dans écran blanc. Ah, c'est bon, c'est bon. c'est bon. Ouais. Là, on a le français, tu vois, qui a sa carte vitale et qui croit qu'il est le king, tu vois. Et en fait, bah, tu regardes les autres mecs dans les autres systèmes de santé un peu à l'étranger qui se foutent un peu de sa gueule. J'ai trouvé ça marrant. Je pense que c'était le même de la semaine. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, ça c'est très très marrant. On a les environnementalistes qui nous disent qu'il faut pas laver ses vêtements tous les jours. C'est pas bon pour c'est pas bon pour la consommation, l'eau. Et Salut, il y a Yann. Comment ça va? exactement. Et qu'est-ce qu'on a? Nanana. Il y a la roue de la fortune de l'État français qui met qu'est-ce qu'on pourrait leur interdire cette semaine. Alors là, on voit qu'il y a les vaches, les médias étrangers, les retraites, les abayas, les vaccins. Et c'est assez intéressant parce que quand en France, on est en train de débattre sur l'environnement, est-ce qu'on doit laver son slip tous les jours ou une fois tous les 2 jours, les t-shirts une fois par semaine ou tous les jours. Et ben au même moment, tu as les Chinois qui, eux, sont en train de développer des techniques futuristes avec des drones. Donc, autant vous dire que eux, ils se posent pas trop les questions de empreinte carbone. Ils se posent pas la question de est-ce qu'ils mettent des slips tous les jours ou pas. Les mecs, ils créent des armées de drones. Ils consomment un maximum et ils sont prêts à nous fister. J'ai trouvé ça assez marrant, le parallèle, tu vois. Tu as aussi Musk qui envoie des fusées sur Mars aux États-Unis, enfin qui veut envoyer des fusées sur Mars. Et on voit que nous, on est un peu à la traîne et que notre idéologie woke, climato-hystérique, nous fait un boulet au pied de plus, comme si on n'en avait pas assez avec le socialisme. Et pour terminer là-dessus, ils sont même en train de réfléchir à l'idée d'interdire les forfaits 4G avec data illimitée. Parce que apparemment, ces offres cachent une réalité, la surconsommation de données mobiles, qui pèse lourd sur notre empreinte carbone. Donc là, ils sont en train de réfléchir à bannir les forfaits tout illimités. Je sais pas ce que tu en penses de Malaisie, toi, Rami. Je suis désolé les gars, je suis allé chercher un truc. Il y avait quelqu'un qui avait toqué, je suis désolé. Donc j'ai pas suivi les 3 Non, tranquille, t'inquiète. les 3 dernières minutes. Oh, Parce c'est que moi, horrible. quand je suis en partage d'écran, je vois même pas ta caméra. J'avais pas vu que tu étais parti. Non, qu'est-ce que OK, tu OK. penses du fait que, tu vois, en Chine, les mecs, ils sont en train de consommer comme des sagouins. Ils créent Mmh. des armées de drones. Aux États-Unis, ils sont en train d'envoyer des fusées sur la Lune. Et nous, Ah yes. on est en train d'essayer de se dire, est-ce qu'on va pas interdire les forfaits tout illimités parce que ça consomme trop pour la consommation de carbone. Est-ce qu'il faut laver son slip tous les jours? Ouais. Toi, t'en penses quoi là, de Malaisie? Ça se passe comment là-bas? Est-ce qu'ils se préoccupent de ces trucs-là? Bah, en fait, c'est en Asie en général parce que ça se mélange beaucoup. J'ai fait beaucoup de confs, surtout en Asie et la mentalité, on va dire, elle est différente, elle est beaucoup plus ouverte. Déjà, ils aiment bien bosser entre eux dans un premier temps, mais dans un second temps, ouais, c'est open innovation, tout le monde copie tout le monde et que le meilleur gagne, tu vois? On a l'impression qu'ils sont tu vois, tu as toujours ce cliché sur les Chinois qui sont communistes ou quoi, mais il y a pas plus capitaliste qu'eux Bien sûr. et il y a pas plus vrai. Enfin, quand tu vois comment ils bossent et tout, tout est business et aujourd'hui, les plus gros business à chaque fois en Asie, que ce soit l'Asie du Sud-Est ou ailleurs, il y a toujours un Chinois qui traîne quelque part, mais genre toujours. Tu sais, moi, je suis allé en Chine et c'est un des seuls pays que j'ai visité. Je me suis dit, je pourrais pas y habiter parce qu'en Mmh. gros, le chinois, de ce que j'en ai vu, alors après, je suis resté 2 semaines, hein. Le chinois, s'il te parle, c'est qu'il a il a un intérêt en fait. Soit il veut te vendre un truc, soit veut te demander un truc. J'ai pas l'impression que comme nous, ils aient un peu ce plaisir de la conversation. Non, du tout. J'ai eu l'impression que tous les Chinois qui me parlaient, c'était vraiment purement par intérêt. Et Mmh. j'ai pas trouvé ça super agréable, tu vois. Non, c'est très vrai, c'est oui, non, très rudimentaire et ça va à l'essentiel.
J'ai eu le même ressenti que toi à chaque fois dans les confs. T'as même des fois, il y a un truc, des fois c'est lunaire, tu vois. Mais des fois, il y a des entreprises chinoises qui envoient leurs Chinois qui parlent le mieux anglais, entre guillemets, mais des fois, ils ont un anglais vraiment catastrophique. Et ensuite, ils se prennent en photo avec des étrangers random pour dire à leur boîte, regardez, on a rencontré des étrangers, on a fait du business. Et en fait, ça envoie les cards. Oui, 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 toi, tu fais ça, bot. Ça s'envoie des messages comme des bots, tu vois, tu as l'impression de parler à des robots. Et après, chacun fait sa vie. Mais sinon, c'est avec des personnes un peu plus open. Ouais, il y a pas ce délire dans la conversation, ils prennent beaucoup plus de temps avant que tu rentres dans leur cercle de confiance, on va dire. Mais ouais, j'ai eu Ok. le même ressenti que toi. Mais par contre, dès que tu rentres dans leurs intérêts, ça va très vite. Il y a pas de bon, voilà, j'ai voilà, laisse tomber. Mais voilà, il y a pas de niaiserie, on va dire. Il n'y a pas de Il n'y a pas, chichi. y a pas de Il y a pas de chinoiserie. chichi. Ils parlent pas chinois, les mecs. Ok. Juste, je voudrais m'excuser auprès de Yasb dans le chat. Là, le QR code pour les dons Lightning refonctionne et je vois qu'il avait fait le virement de 5000. Donc, désolé, l'interface fonctionnait pas. Maintenant, je l'ai vu. Donc, merci pour ton don et les autres, n'hésitez pas à en faire aussi. Tu sais qu'il faudrait qu'on ait un petit bruit quand les gens fassent des dons, tu vois, avec une petite musique Ah, un mais petit peu engageant. Qu'on envoie de la dopamine, tu vois, à nos auditeurs. c'est en cours de. Je veux pas spoiler, mais c'est en cours de. Voilà, on est en train de réfléchir avec un dev là sur comment on fait pour que les gens puissent faire des dons Lightning et que ça fasse du son ou des commentaires sur l'écran, que ça nous hijack un peu. Mais c'est pas si trivial à faire, donc c'est en cours. Mm. Et pour revenir sur la Chine, petite anecdote, moi j'étais parti en 2017 parce qu'avec mon frangin, on avait lancé une petite marque de vêtements, tu vois, on a imprimé des t-shirts, des survêtements, des trucs comme ça. Et on s'était dit, vas-y, on va aller en Chine pour choisir les tissus, rencontrer les mecs, c'est une aventure humaine, tu vois. Et en gros, on avait contacté l'usine et on leur avait dit, les mecs, on arrive, on vient visiter l'usine, on va voir comment ça se passe avec vous. Et mec, on était arrivé dans l'usine. Le mec, le directeur de l'usine avait fait venir sa femme pour nous accueillir et ils avaient fait venir en plus une meuf qu'ils avaient payée juste pour être un peu l'atout charme. Tu vois, pour se dire, bah voilà, si les Européens arrivent, il faut qu'on ait des gens pour les accueillir. Ils avaient ramené une meuf qui était vraiment pas dégueu, mec, avec une espèce de robe de mariée, mec, qui parlait 3 mots d'anglais et c'était complètement ubuesque. On a passé la journée avec la femme du patron de l'usine, cette nana, la commerciale, le mec. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas du tout sur la même matrice mentale et que vraiment, tu sais, genre, si tu vas là-bas, si tu traînes pas avec des expats, ça doit être assez rude quand même. Ok, la suite. Petit mème assez sympa. Avec l'État-providence, LinkedIn, Chief Manager, Marketing Fundraiser, Evangelist, BPI France, ex-URSAF. Sans l'État-providence, commande 288 au McDo, j'ai trouvé ça marrant. Tiens, je voulais te choper là-dessus, Rami, c'est cool compter. Il y a un mec qui a écrit un petit post sur la défense, je vais le lire rapidos. Yes. Le mec, il est connu, écrit lui. Hein. J'ai taffé 3 ans à la défense, mon expérience. Horrible. Ceux qui veulent y travailler n'y ont jamais travaillé et ceux qui travaillent veulent s'en tirer. C'est tout le paradoxe de la défense. Travailler à la défense, c'est voir des zombies le matin et le soir dans le RERA bondé. En vrai, la première fois que tu y mets les pieds, ça a un côté assez impressionnant. Les halls des tours des plus grosses boîtes françaises, les cadres qui y bossent ont l'air d'être des tueurs, c'est du sérieux, c'est l'élite. Et puis assez vite, quelques mois après, on réalise que le côté frauduleux du bordel. Petit badge bipé à l'entrée pour accéder à un open space sans âme, petit café overpriced chez Starbucks, petit fichier Excel à updater, petit vent piano, petit tapis de course au fitness park, petit sandwich à 10 balles. C'est littéralement l'expérience la plus nulle de ma vie. C'est du rétrofuturisme, une dystopie, une fourmilière transgénique d'individus n'ayant aucune sorte d'utilité, qui se ressemblent tous pour plus ou moins et qui filent tous vers un seul but de leur vie, celui d'être un meuble dans une tour amiantée. Bref, quand tu kiffes la défense, tu revis. Toi, Rami, qui a taffé pendant 1 an ou 2 à la défense, est-ce que tu te sens concerné en lisant ce post? Déjà, il était inspiré, franchement, sur la rédaction du post. Bravo à lui. Et ouais, et dans un second temps, donc nous, on avait nos locaux à la Tour Suez pendant 1 an et demi. Et donc, ouais, je vois très bien de quoi il veut parler. Et ce qu'il appelle zombie, je vois très bien parce que pour situer un peu le truc, c'est que tu te lèves le matin, tu vas à la Défense, il est 8h30, tu es dans le RER A, il y a aucun bruit, tu entends que des bruits de pas et tout le monde va dans la même direction et tout le monde baisse les yeux, personne n'a le sourire.
Donc déjà, ça met une ambiance, tu vois. Donc ça, c'est vrai et c'est effrayant, ça fait peur. Tu as l'impression d'être, en vrai, d'être une merde un peu, tu vois? Disons les termes, parce que tu fais partie d'un système, tout est conformé et tout. Et ensuite, le second point, c'est que le truc, donc moi, j'aime bien le délire de la défense parce que l'immensité inspire l'immensité selon moi. Donc chacun son point de vue. C'est quoi le pourquoi tu montes la casquette? S-Béton, Non, c'est non, dans le chat. dans le chat, je réagis. Il y a quelqu'un qui a dit il y a une sponsor Urban. C'est effectivement les t-shirts et les casquettes de Urban. J'en parlerai après, OK, mais je te laisse continuer. OK. Et ouais, donc ouais, c'était très enfin bref, TLDR, oui, c'est vrai, je comprends sur l'esprit. Donc moi, j'avais un truc un peu différent, une expérience un peu différente parce que je faisais exprès d'être dans des horaires un peu décalés pour pas rencontrer tout le monde au bureau. Donc je bossais la nuit et après je partais la journée. Donc quand les gens en fait, ils se levaient le matin, moi je rentrais chez moi et inversement, du coup, tu te sens un peu à contre-courant parce que tu as tout le monde qui marche de l'autre côté, toi tu vas de l'autre côté. Tu dis: «Moi je fais que le système» mais bon, c'est juste pour, tu vois, flatter son propre ego. Mais à part ça, moi je trouve ça bien parce que tu as accès quand même à peu près tout le monde. Tu vois, quand tu es dans les bons endroits, c'est facile. Sur un déjeuner, tu peux rencontrer des responsables d'innovation qui peuvent, avec qui tu peux bosser, peu importe, tu vois. Donc ça, c'est cool, que ce soit un café ou peu importe. Ensuite, le second truc, c'est qu'il y a beaucoup de formes à adopter, ça c'est vrai. Et tu ressens vite, bah, si tu corresponds pas aux codes sociaux, Ouais, bah, on, je on te trouve respecte pas. Tu vois, si que t'es en jogging, si tu parles un peu de façon bizarre ou t'as pas peut-être pas la bonne couleur de peau, bah ouais, t'es vite mis à l'écart. Donc tout est une question de non, forme là-bas. ne, ne sors pas Et la carte racisme, s'il te plaît, non, pas c'est ici. non, mais mec, que tu le veuilles ou non, Ouais, c'est ça va. t'arrives. Non, mais je te le Ok. dis, si t'arrives en Attends. jogging, si t'arrives Oui, en oui, ça, jogging, je te Ah dis, oui, non, mais ça t'arrives en c'est sûr, jogging, t'es forcément. black, tu vas auprès de la sécurité de n'importe quel tour. J'en ai visité des tours et j'en ai fait pas mal, Bah, mais je te le normal, dis si que t'es tu en le veuilles ou non. jocos, mec, et que t'arrives dans un Voilà, open donc c'est space, un c'est normal. ensemble, Ah, c'est un alors ensemble. attends, Mais attends, moi je voulais juste réagir à la défense. Moi je connais pas aussi bien que vous Paris, la défense, tout ça. Je veux juste vous dire un truc, c'est que ça me fait penser rapidement à la City à Londres, mais en Lidl quoi, en moins bien. en Lidl, bah, de fou, mec, t'es Mec, fou. La City, mec, c'est j'ai la l'impression que City, ça a plus de classe, hein. j'ai l'impression que Jamais allé. c'est une instance cheap, reconstruction de la City en moins Ouais, bien, carrément. mais ambiance LinkedIn. Tu vois, à la City, les mecs ils viennent jobber tout ça, mais putain à Mmh. 18h et tout, ça part en couille, c'est n'importe quoi. Enfin, Mais mec, la City, ça brasse plus d'oseille que Wall Street, mec. C'est le poumon ça brasse plus économique du monde, d'oseille, mec. mais les C'est bonhommes ne font c'est pas la pour votre cause LinkedIn. de ces conneries-là, tu vois. T'as l'impression C'est d'être c'est dans moins un bien que film la City, américain. mais ça fait quand même partie du top 4 hub, tu vois, business au monde, tu vois? C'est pas de la merde non plus. Ouais, mais On a ça beau fait dire pas ce qu'on bander, veut. mec. Tu vois que les mecs qui sont là, Pas c'est pas des pareil. Non. traders de Wall Street, tu vois. C'est des Ouais, cadres du c'est pas le tertiaire. meilleur, mais c'est bien. C'est des cadres du tertiaire qui font des jobs à la con dans des boîtes du CAC 40 qui sont flat depuis 50 ans et qui vivent sur les subventions publiques et le Ouais, bien ruissellement sûr, de tu as la beaucoup de planche ça. à Tu as billets, la tu vois. BPI qui est à Et, l'Arche de la Défense, et tu la as, BPI. l'Euronext qui est à côté. Ouais, tu as la BPI à l'intérieur de l'Arche de la Défense. Je sais plus à quel étage. C'est que des Mais boîtes en carton, hormis hein. C'est Bonduel, tu sais, c'est des vieux trucs des années 70, tu vois, à l'époque où il y avait encore quelques petites boîtes qui commençaient à percer. C'est pas équivalent à la hem, def. Non, c'est pas vrai. Dans les commentaires, il y a 200 qui dit la City, c'est tout équivalent à la def. Il a fumé la moquette, Arrête, mec. mec. Il y a des monorails qui passent dans les airs dans la City et puis les cadres, tu vois, quand ils ont fini, ils font la teuf. C'est pas la même ambiance. Là, on est sur non, LinkedIn. franchement, le seul truc La où défense, c'est je LinkedIn. serais assez d'accord, en vrai de vrai, tu vois, le truc où je vais être surtout d'accord avec toi, ça va être, sur la partie financière, tu vois? Tu as tout le monde qui pète plus haut que son cul alors qu'il gagne 3K2, heu, pas ouf, tu vois? C'est vraiment Ah pas ouf. ouais, t'es Alors fou, que mec. le random guy en Suisse qui travaille au McDo 40 heures par semaine, Bah oui, mec, il le t'es fume fou. en termes de qualité de vie, tu vois? Bah Donc c'est ça, en là-dessus, je suis fait. d'accord. Mais sinon, Quitte à, c'est quitte à, pas de la quitte à merde non prendre plus. le métro et être en costard et travailler dans un open space toute la journée, mec, faut que tu aies un salaire de fils de pute, tu vois. Sinon, t'as Mmh. rien à faire ça. Va faire chaudronnier dans le Larzac, tu vois. Tu les gagneras, tes 3K. Chaudronnier, tu les Bref, gagnes, tu gagnes plus même. bah oui. On enchaîne. Ouais. Ça, ouais. Ouais, on dit souvent les États-Unis, home of the free, land of the brave, l'endroit du libéralisme. Les gars, les États-Unis, tu finis en tôle si tu oublies de payer tes impôts. On n'oublie pas ça et on est taxé par rapport à sa carte d'identité où qu'on soit dans le monde tant qu'on a la nationalité. Je rappelle qu'en France, c'est impossible d'aller en tôle si tu oublies de déclarer tes impôts. Donc, on a l'un des systèmes les plus laxistes à ce niveau-là. Donc, autant en profiter et faites ce que vous avez à faire, mais juste gardez ça en tête et c'est un peu la white pill du soir, tu vois.
C'est-à-dire qu'en France, contentieux fiscal, si tu oublies de déclarer tes impôts, en gros, c'est quasi impossible d'aller en tôle. Ouais, bon, après, tu prends aussi l'exemple du couple Balkany, toi. C'est pour ça que tu dis ça, non? Non, après, il y a une différence entre faire des montages financiers pour esquiver Ouais, l'impôt et être une personne hyper connue et juste oublier de déclarer. ouais. Si tu oublies de déclarer, c'est quasiment impossible d'aller en tôle. Bon, je crois que je déconne pas si je donne une anecdote. Aux USA, en fait, ce problème-là, il vient du fait que pour arrêter Al Capone, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ils ont donné des pouvoirs de police à l'IRS. Donc, c'est comme ça qu'ils ont Ouais, mis la main sur Capone. Et c'est c'est vrai. pour ça que depuis, l'IRS est un peu une institution qui fait peur à tout le monde. Les Américains, ils ont super peur de la période des Ouais. taxes déclarationnelles. C'est comme le FBI ou la CIA ou la NSA, hein. C'est un organisme qui est super puissant et qui peut vraiment te mettre en tôle. Les Américains, vraiment, ils ont une peur bleue de l'IRS. C'est pour ça que les gens ils ont des armées de comptables. Des fois, ils ont 2, 3 comptables pour être sûr que les mecs font pas d'erreurs parce qu'ils savent très bien que s'ils font des erreurs, c'est des amendes de zinzin et, la prison potentiellement. Alors qu'en France, limite, les amendes par rapport à ce que tu vois aux États-Unis, c'est peanuts. Tu vois. En France, tu as limite un intérêt à frauder dans le sens où les amendes ne sont pas forcément énormes par rapport à la somme que tu aurais fraudé, toute proportion gardée. Je compare juste avec les États-Unis. Mm, Petit mème marrant que j'ai vu, je me suis dit, bon, bah, Oussama n'est pas là ce soir, on peut dunk un peu sur lui. C'était au moment où il y a eu le hack, le mec qui s'est fait couper le doigt là, de chez Ledger. Et après, il y a un mec à Bali qui s'est fait kidnapper par rapport à ses cryptos. Et lui, il est le seul qui est sûr de ne pas se faire enlever par un commando armé, c'est Oussama Hamar. Voilà, next. Ça, c'est fait. Ok, ouais, assez marrant. On avait fait il y a 2 semaines, on avait fait un petit segment sur le retour du bagne pour résoudre les problèmes de prison en France, parce qu'on pense que c'est pas aux contribuables français, c'est pas à Nicolas, 30 ans, de payer les mecs qui se roulent les pouces en prison. Et je trouve que cette initiative de notre ami Nayib Bukele au El Salvador, elle est pas mal. Il fait taffer les mecs qui sont en prison. Donc, les mecs qui sont en prison ne sont pas un coût pour les contribuables. Et je pense qu'on devrait s'inspirer un petit peu de ça. En France, là, cette semaine, il y a eu un truc marrant. Il y a des prisonniers qui se sont évadés lors de leur visite au musée. Donc nous, je t'explique, en France, les mecs qui sont en tôle, on leur paye des visites au musée et ils s'évadent. Et lui, Nayib Bukele, il s'en bat les couilles. Il fait taffer les mecs dans des gigafactories et il rentabilise. Et s'il faut, il fait même du fric sur ces tôlards. Donc moi, je trouve que ça, c'est hyper chad. Et respect à lui. Et ça serait bien qu'on applique ce genre de politique en France. Qu'est-ce que t'en penses, Rami? Tu vas chialer là. Toi, en plus, t'es un peu de gauche, t'es un peu woke, Rami. C'est quoi cette étiquette sortie des fesses, là, comme ça, là? Bref. Non, quoi qu'il en soit, non, moi, je pense que c'est bien, mais c'est une grosse question à chaque fois sur la prison, tu vois. J'ai du mal, tu vois. Moi, je pense plus, je suis plus sharia compliant, donc je suis plus suivre les lois islamiques, tu vois. Donc, tu vois, on coupe les mains aux voleurs, ce genre de choses. Donc, Ouais. Ben, je préfère suivre plutôt la loi islamique qui est un peu plus dure en général. Donc, ouais. Mais moi, Ouais, je l'ai déjà dit, exactement. hein. Les gens, ils m'ont chié à la gueule quand j'ai dit ça, mais je me suis dit, quitte à avoir une république pédo-woke, je yes. préférerais avoir un califat islamiste. Mhm. Je dis pas que c'est la meilleure option pour moi, mais je pense que ce serait les alliés de circonstance. Et ouais, je préférerais un califat islamiste qu'une république Ouais. pédo-gauchiste. L'impôt, il est Bon, à allez, 3% dans le moi, califat islamique. je rajoute Pas mon mal. grain de sel sur ça, pour ce que ça vaut. Moi, faire taffer les prisonniers, tout ça, j'ai vu ce que fait Bukele, il market bien, c'est séduisant. J'ai juste peur d'un truc. Pourtant, je suis pas woke, hein, je suis pas Black Lives Matter, je suis pas machin. Mais aux Mhm. États-Unis, il y a un vrai système gangréné, carcéral, le système de justice américaine. En gros, dès que t'es noir, t'as beaucoup de chances d'atterrir en prison. Et je dis pas, il y a beaucoup de mecs qui font des conneries, mais des fois ils font presque rien et ils finissent en tôle. Et c'est parce qu'il y a un business. Les mecs les font taffer et revendent leur force de travail, leur main-d'œuvre, dans le privé
à des prix préférentiels, donc ils écrasent toute concurrence. Et vu qu'il ne faut pas que ça s'arrête, parce que les mecs, ils ont des contrats, eh ben, il y a une petite incentive côté juge, côté tout le système, quoi, carcéral et judiciaire, pour continuer le scam et continuer d'avoir de la main-d'œuvre et des prisonniers bien souvent noirs, malheureusement. Donc ça, c'était le petit instant woke de science. Moi, je suis pas contre, mais il faut surtout pas tomber dans les travers du nouvel esclavage, là. Ouais, non, mais on est d'accord que c'est pas un système qui est parfait. Mais je pense qu'il faudrait qu'on se pose au moins la question et tu vois, qu'on le considère comme quelque chose de viable et qu'on se dise, il y a peut-être des trucs à aller chercher là-dedans. Et lui, il market bien, hein, il market Ouais. bien, hein, c'est-à-dire que les mecs, il les fait sortir, il a des sections qui font de l'agriculture, il a des sections qui font de la couture, machin et compagnie. Et quand il en parle, ça a l'air bien fait, on dirait que c'est pour les réinsérer, etc. D'ailleurs, il y a des mecs qui ont Ouais. commencé à sortir et à être embauchés. Donc, a priori, ça a l'air cool. Voilà, c'est juste petit bémol, il ne faut pas que ça se transforme en usine à esclaves. Rudolf qui est dans le chat, on en parlait cet après-midi, il me disait ouais, faudrait envoyer tous les criminels de France en Guyane. En Guyane, il y a zéro infrastructure et il y a là les ressources naturelles. Donc moi, je suis pour envoyer tous les criminels de France en Guyane, les faire taffer, construire des routes au soleil. Et je pense qu'il y aura un taux de récidive qui sera très très limité si les mecs ils partent faire 4 ou 5 ans de bagne au chaud en Guyane. Ok, sans transition. Oui, ça c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup dans la communauté Bitcoin, mais je pense que c'est en plus le thème de ce live ce soir, la résistance à la censure un petit peu. Et on connaît tous des gens qui se sont fait ruiner parce que pendant le divorce, leur femme leur a pris la moitié de leur oseille. Hein. Il y a plein d'exemples de mecs connus. Je crois qu'il y a eu Bezos, tous ces mecs-là de la Silicon Valley. Et si vous voulez éviter de vous faire prendre 50% de votre patrimoine, eh ben, vous pouvez utiliser Bitcoin. C'est impossible de venir vous récupérer votre patrimoine. Et il y a de l'heuristique. Après, tu peux faire de l'analyse de chaîne, on va dire, mais tu ne peux pas prouver que quiconque détient un Bitcoin, surtout si tu as fait des ponts entre-temps. Donc, réfléchissez-y. Aussi. Ouais. De quoi? Tant que tu les déclares pas, parce que j'ai déjà rencontré des gars qui étaient vraiment riches, tu vois, et ils avaient vraiment pas mal de BTC. Et leur première préoccupation avant de se marier, c'était ok, comment je peux les cacher proprement, parce qu'ils les ont doxés auprès de, parce ils ont joué le jeu de les déclarer fiscalement, tu vois. Et du coup, c'est plus compliqué quand t'es déjà dans la merde. Si tu te rends compte que tu deviens maxi après les avoir déclarés, c'est chaud. Non, mais c'était pas vraiment le topic. Le topic, c'est que, ok. On parle de jeu d'incentive et d'alignement d'intérêt. En gros, moi j'avais réagi à ça aussi. J'avais dit que Bitcoin fixe 10, répare cela. C'est-à-dire que à partir du moment où les mecs commencent à accumuler du Bitcoin, peut-être que les femmes arrêteront aussi de se dire ça va être super facile de divorcer, de récupérer la moitié du magot, tu vois. Donc, est-ce qu'on pourrait pas un peu prévenir les couples qui ne cessent de se casser juste en réparant la monnaie et la manière dont ça fonctionne. Parce que même que ce soit déclaré ou non, Rami, et à un moment donné, il va falloir que quelqu'un lui demande son avis. Il n'y a que lui qui peut, il y a que lui qui peut activer, quoi. Ouais, mais à un moment donné, si tu es sous contrainte judiciaire, tu vois, il y a le monopole de la violence qui s'applique et bon Je dis courage, tu vois. pas, je dis pas, je dis juste que ce sera juste beaucoup plus difficile. Catch me if you can, quoi. Ouais, c'est comme le monopole de la violence, comment il s'exerce. Je pense qu'il ne s'exerce pas de la même manière aux États-Unis qu'il s'exerce en France. Ouais. C'est sûr que c'est comme tout, hein, c'est toujours une question de, on va en revenir un petit peu là-dessus après. C'est toujours une question de surface d'attaque. Hein. Disons que sur le long terme, ça risque de modifier voilà, le comportement à la fois de la justice vis-à-vis des divorces, mais aussi le comportement, pourquoi pas, des couples. Voilà, si les gens commencent à détenir de eux-mêmes de plus en plus de Bitcoin, je te dis, les femmes se poseront peut-être 2 fois la question plutôt que sur un coup de tête et un caprice parce qu'elles ont reçu des DM de Brad Pitt, tout envoyé bouler, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Il y a un mec qui met en com, Anne aurait pas pu envoyer des BTC à Brad si son mari était maxi. Et moi, je veux dire, ça peut être son mari aussi qui a envoyé des BTC à une chinoise avec des gros seins qui lui a envoyé une DM sur Telegram.
Ça pourrait. Tu peux être tombé dans un scam et avoir perdu malencontreusement 100% de ton stack que tu aurais envoyé à un scammer sur Telegram. C'est à vous d'être ingénieux après, les mecs. Hein. Ok, on parlait la semaine dernière de Lucie, l'AI française sur lesquelles ils avaient investi 4 milliards d'euros. Là, face à ce fiasco, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire? L'État stratège une fois de plus. On espère lever 2,5 milliards d'euros de plus. Et c'est assez marrant qu'on nous dise ça. C'est l'intérêt général. Pour l'intérêt général, l'État stratège va réinvestir. C'est toujours assez intéressant, la gueule de la nana en plus qui te met dessus. Tu vois vraiment qu'elle a vraiment une tête de stratège et tu as vraiment envie de lui confier de l'oseille à elle. Voilà, c'était juste marrant de voir ce qui se passe là. Le coach, il est marrant. Avant-dernier sujet, je crois que c'est un sujet que tu m'avais susurré à l'oreille, Science. Tiens, c'est McLesguy. Ouais. Il dit McLesguy. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était un conspirationniste boomer de anti-vax gilet jaune qui avait fait cette thread, mais non, ok. Très based. Non, bah écoute, moi je vais en parler rapido, mais ça je pourrais faire des diatribes pas dans des heures et tout. Si un jour on fait une émission un peu autour de la bouffe, on en reparlera. Mais l'arnaque du bio, naturel, enfin tous ces labels-là, c'est pareil. Moi, je fais partie des gens qui incitent, j'incite tous ceux qui nous suivent là à faire comme avec Bitcoin ou le reste, c'est-à-dire se réapproprier les choses. Et quand tu te réappropries la bouffe, tu t'aperçois rapidement que tu peux pas vérifier. Tu peux rien vérifier. Donc aujourd'hui, bio, c'est un label qui est mis arbitrairement suivant des règles en plus qui sont même pas très transparentes vis-à-vis du consommateur. Et moi, ce que je dis toujours aux gens, si tu veux améliorer ta qualité de vie, ton alimentation et tout, tu te sources là où tu connais. Et si tu connais pas, tu prends le bon rapport qualité-prix. Parce que tout le reste, là, les labels, les machins, tout ça, c'est des conneries et c'est du scam. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter d'y croire. Et là, le trade de McLesguy, ouais, je sais pas si on pourra mettre le lien, mais j'invite les gens à le regarder parce que c'est la première fois que je vois quelqu'un parler, un mec de son statut là, lui, en parler. Le bio est une arnaque sans nom. Et si vous pouvez pas vérifier par vous-même, achetez le meilleur rapport qualité-prix que vous trouvez. Voilà. Mais alors, moi, je suis vraiment un noob sur ces sujets-là. Je sais quand même que le bio, les pesticides sont autorisés, mais c'est censé être des pesticides. Alors après, je pense qu'il y a des différences. Il y a par exemple le bio français qui apparemment est mieux que le bio espagnol. Mais tu sais, je pense que quand tu es quand même dans un supermarché, moi, du principe, je me dis, OK, le bio, c'est peut-être un scam, mais je me dis, les trucs qui sont pas bio, ça doit être encore pire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, par défaut, souvent, je prends le produit bio. Non, mec, don't trust verify. À partir du moment où l'État il met son nez quelque part, qui met des règles et des machins, il y a des mecs dont c'est la profession de venir scammer ou de venir faire du marketing sur la gueule du retail. La citation, la monnaie fondante, on va pas refaire le topo. Mais ce que je voulais dire seulement, c'est voilà, tu vois, tu te regardes un reportage sur YouTube, tu t'aperçois que le miel, c'est impossible de vérifier. Ah ouais, le miel, c'est hard. D'où il provient et qu'est-ce que c'est réellement dedans si t'as pas un labo d'analyse. Tu t'aperçois que 90% c'est de la merde. Donc mon seul message, c'est considérez tout comme une arnaque au niveau de la bouffe. Et soit vous achetez auprès de quelqu'un que vous connaissez, tu as déjà vu les ruches, machin, etc. Soit tu prends le rapport qualité-prix qui te convient, mais tu prends surtout pas en compte les labels bio, les labels machin, c'est de la merde. La plupart du temps, c'est de l'arnaque. Ok. Toi, Rami, tu t'es mis à la salle de sport là, il y a 2 ans. T'es comment au niveau de la nutrition là? Bah là, on va dire depuis un mois, là, je suis en mode décadence. Donc là, c'est le pire timing. Je vais pas te mentir. Le mec, il est 6h du mat, il est encore hal, il mange des pizzas. Non, j'adore ta franchise, Rami. Bah ouais. Non, en gros, mais je pense, je me suis trop lâché depuis que je suis revenu d'Espagne. Parce que je sais pas, en vrai, je sais pas, j'ai juste cassé mon habitude. En fait, dès que tu perds une habitude, c'est un peu compliqué de la reprendre. Parce que pendant 1 an et demi, j'étais genre assez clean, tu vois. Mais là, depuis un mois, ouais, c'est vraiment le zoo. Mais c'est juste un truc à reprendre. Faut le reprendre. T'as Je arrêté suis un les peu hot déçu. tacos quand même, t'as pas trouvé de hot tacos en Il Malaisie? n'y a pas de tacos ici, il n'y a pas de culture du tacos, mais ils ont une culture de tout ce qui est frit. D'ailleurs, la Malaisie, c'est le pays avec le taux d'obésité le plus élevé de l'Asie, tu vois. Parce qu'ils aiment Ah ouais, ils aiment ok. trop tout frire. Ouais, c'est un truc de ouf. Ah ouais, Et les huiles de graines et toutes ces conneries là? ouais, il y a ça, mais c'est surtout que dès qu'il y a un truc, ils mettent de la sauce ou ils le font frire.
Ils font Ah tout ouais, ça frire. c'est hardcore. Mm, mm. Et Ok. d'ailleurs, il y a le scam en Asie, il faut faire gaffe parce qu'il y a le scam des. Je vais parler anglais, je vais traduire. Des sewer oils. C'est pire que les seed oils. Je vous Je invite à connais pas. regarder sur YouTube. En fait, les mecs, ils vont aller filtrer les égouts pour récupérer les huiles. Ils les chlorent et ils les purifient. Et ils vont les vendre aux vendeurs de street food. Donc en fait, il y a toute une industrie de la sewer oil, ça veut dire de l'huile d'égout. Et tapez juste Sewer Hall Oh sur YouTube, putain. regardez-vous les docus, et ça te donne Je suis, vachement envie de manger dans la street en Asie, tu vois. je suis sûr que les mecs genre Bill Gates et tout, ils sont en mode ouais ouais, c'est très bien, Ah non, c'est là, bon pour c'est. l'environnement, c'est du recyclé, c'est très très bon. Ah, ça pourrait, mais là, c'est vraiment du business dark, dark, hein, tu vois. Ils font ça dans des genres de garages et tout. Et après, elle va vendre des bidons d'huile aux vendeurs de street food. C'est de l'huile des égouts recyclés. Ok. Sans transition, on parlait tout à l'heure de surface d'attaque et ça va nous permettre de mettre en avant un petit peu notre partenaire de cette semaine. Ça, c'est une belle curve que j'apprécie beaucoup. On en a déjà beaucoup parlé dans le bunker. C'est la belle curve de l'insolvabilité. Qui sont les deux personnes qui payent pas d'impôts? Les Drahi, les Bezos, les mecs qui peuvent se mettre leurs entreprises à l'international, faire des montages financiers, et les mecs de la street, les mecs de cité qui tournent sur l'économie du cash. Et en fait, ces mecs-là, vu qu'ils sont insaisissables, et ben en fait, payer l'impôt devient un petit peu optionnel pour eux. Et tu as tous les gars du milieu qui sont un peu bloqués dans la rat race, et eux qui se posent pas trop la question, tu vois. Mm. De toute Et façon, ouais, ça correspond à la réalité. Je crois qu'il y a à peu près 30% des gens en France qui payent des impôts. Et très concrètement, bah, tu vois, c'est les cadres LinkedIn dont on a parlé qui sont à la défense, tu vois. Mais il y a que eux. Et en fait, d'un côté, tu as les mecs soit qui sont carrément dans le black et tout ça, ou soit qui vivent des aides, ou soit un peu des deux, ou soit qui gagnent juste pas assez, ils s'en branlent complet, ils s'en tapent le coquillard. Et puis tu as les milliardaires, bah, on l'a mis Bezos, mais ça pourrait être Bernard Arnault, tout Drahi. ça, tu vois. Drahi, voilà. Ils sont sur la dette, ils sont pleins de magouilles. Enfin, il n'y a aucune des deux extrémités qui paye vraiment des impôts et tu as l'impression que ça fait qu'augmenter, taxer les riches. Mais au final, ce que ça veut dire, c'est qu'on va éliminer celui du milieu, là, le cadre LinkedIn. Là. On va l'éliminer par le portefeuille et dans la douleur, faut qu'il rejoigne la case de gauche, tu vois. Ouais. Mais sinon, le mec du milieu, en fait, ce qu'il peut faire, et c'est ce que je vois une vague de personnes qui font ça aussi, qui ont des boîtes, bah, c'est d'ouvrir des boîtes et vivre sur des notes de frais, en fait. Ouais. Tu Ouais, fais, clairement. Ouais, de tu fou, de peux, mais fou. tu peux pas totalement escape, mais une bonne partie. Bah, ça Ouais, optimise. Nous, ça c'est un on hack parle de de. fou. Mais moi, quand je vois des mecs qui ont des boîtes et qui ont peur de faire ça, mec, je me dis, mais les gars, mais si vous saviez, tout le monde fait ça en fait. T'es obligé, t'as pas le choix, tu vois. Bah, c'est de Faut même l'optimisation. mettre son logement en bureau d'entreprise, mec, hein. En Bah, partie, tu peux pas tout justement, faire. Justement, puisqu'on en parle, tu vois, il y a deux solutions. Soit tu décides de vivre comme un gitan, parce que les gitans, tu vois, ils se mettent sur un terrain sans aucune autorisation, permissionless. Ils tirent l'électricité et la mairie et les CRS, tu vois, ils viennent négocier, parce qu'ils n'ont pas de surface d'attaque, tu vois. Donc la question, c'est toujours comment diminuer ta surface d'attaque. Rami t'a donné un exemple, c'est de faire des notes de frais, je sais pas quoi. Mais je vais prendre le contrôle du screen, GG. Attends, mais je l'ai là. Je l'ai là. On Regarde. va vous parler aujourd'hui, ça nous a été demandé plusieurs fois dans le bunker, comment tu fais pour ne pas donner ton adresse physique aux instances de l'administration ou bien à tous ceux qui ont intérêt à avoir ton adresse. Et on vous avait parlé de cette solution qui s'appelle Paperboy. Paperboy, c'est quoi? C'est un service de numérisation de courrier et qui vont vous le transférer dans les 3 jours ouvrés à un mail que leur aurez fourni, mais aussi vous pouvez aussi domicilier votre entreprise chez eux. Et concrètement, à partir du moment où tu te prends un forfait chez eux, ben, ton adresse postale, c'est celle de Paperboy. Et si vous êtes un peu malin, on va pas tout donner toutes les astuces ce soir, mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez aussi payer avec une carte No KYC. Donc en fait, Paperboy, la seule information qu'ils ont de vous, c'est un email. Et à partir de Non, ce mais moment-là, ouais, en fait, concrètement, les gars, faut que ton adresse personnelle soit nulle part. Elle soit dans aucun papier.
Moi, j'avais tout mis chez Paperboy à l'époque. J'avais mis mes impôts. Une fois que j'avais mis mes impôts là-bas, je pouvais ouvrir des comptes bancaires. Donc, toutes mes preuves d'adresse de mes banques, elles étaient là-bas. Et c'est hyper pratique parce que quand j'étais à l'étranger et que je recevais du courrier ou que je devais donner des preuves d'adresse, et ben, j'avais cette adresse qui était là-bas. Si tu tapes mon nom et mon prénom sur Internet, tu ne vas pas trouver société.com, mes adresses de domiciliation qui sont chez moi, tout est domicilié là-bas. J'ai même eu des huissiers qui, forcément, ils pensaient que j'habitais là-bas. Donc, dédicace aux mecs de Paperboy parce qu'il y a des huissiers qui sont passés 2 fois chez eux. Et en fait, l'objectif, c'est de pas exister dans leur système. C'est de voler un petit peu au-dessus de toutes ces conneries-là. Et en fait, le fait de tout domicilier dans une boîte postale, ça te permet de ne pas exister physiquement. Donc, ça brouille un petit peu les pistes. Donc, tous ceux qui sont dans des lifestyles un petit peu de hustler du net, je pense que c'est quelque chose c'est un no-brainer, tu vois. Après, en dehors de ça, tu peux aussi domicilier ta boîte. Et même si tu le fais Ouais. pour en perso là, de la numérisation de courrier, c'est aussi très pratique pour ceux qui bougent beaucoup, les digital nomades, peut-être comme Rami, et puis comme plein d'autres. À partir du moment où tu bouges beaucoup, de toute façon, pas physiquement. Mais tu sais, quand Ouais, tu es ça expat, m'intéresse, quand t'es expat et que tu as ta boîte en France ou que tu veux ouvrir Exact. un compte en France, en fait, il te faut une adresse en France. Et Yes. pour avoir des preuves d'adresse en France, il faut être un petit peu malin. Faut aller domicilier des trucs dans des boîtes postales, des choses comme ça. Parce que sinon, tu vois, moi, c'était hors de question de domicilier des entreprises ou des comptes bancaires chez mes darons, tu vois, parce que je me dis, attends, si j'ai des problèmes avec l'administration, ils vont envoyer des huissiers chez mes darons, tout ça, tu vois. Donc, c'est un Ouais, espèce, c'est un espèce de filtre de privacy, tu vois. Les gens, ils parlent beaucoup de privacy sur Bitcoin, mais gros, ils ont leur adresse dans toutes les banques de France. Tu tapes leur nom, tu tombes sur société.com avec leur adresse. Donc les gars, si vous vous intéressez à l'amélioration de votre vie privée, passer par une boîte postale comme Paperboy, tu vois. C'est un très bon système pour diminuer sa surface d'attaque aussi et garder un peu de contrôle sur qui connaît quoi de vous. Donc, pour résumer, Paperboy, on les a contactés et ils nous ont donné un code promo de 10% si jamais ça vous intéresse. Alors, dans la description YouTube, elle y est. On la publiera sur X aussi. Si jamais vous voulez ouvrir un compte chez eux et vous abonner, il y a des premiers forfaits très abordables. Vous aurez 10% de réduction et nous, on touchera une petite commission. C'est un moyen aussi de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas et si vous avez des questions, rendez-vous dans notre chaîne Telegram. N'hésitez pas à poser des questions, on vous y répondra. Et ça, on l'a vraiment fait parce que la dernière fois qu'on a parlé de ces solutions-là, il y a 4 personnes qui nous ont contacté en DM et qui nous ont dit mec, c'est quelle boîte que tu utilises? Donc on s'est dit, vas-y, on va essayer de gratter un petit pourcentage de réduction pour les gens qui écoutent le bunker, quoi. Voilà. Et c'est pas impossible qu'un jour on les ramène sur le bunker parce qu'ils nous ont même Ouais. dit qu'ils étaient beaux un jour, pourquoi pas, pour passer dans l'émission, un petit créneau et présenter leur solution. Moi, Donc, je te jure qu'ils devaient se poser des questions, hein. Je leur ai ramené des huissiers, je leur ai ramené des trucs, ils recevaient des messages de partout, mec. À chaque fois, ils ouvraient les courriers, ils devaient vraiment halluciner. Donc, les gars, ils ont vraiment bon dos, ils posent pas de questions, ils t'envoient ton courrier. Donc, dédicace à eux. Ils ont d'ailleurs des règles plutôt sympas de confidentialité, c'est un peu modulaire. Bon, vous irez sur le site et vous regarderez, mais il est aussi possible de leur demander qu'ils ouvrent pas votre courrier. Enfin, il y a plusieurs choses possibles avec eux. Voilà, très belle solution. N'hésitez pas, on va poster ça sur YouTube, sur X et dans notre chaîne Telegram. Et puis, si vous voulez nous soutenir, c'est aussi un bon moyen. Ok. On a Victor qui doit rentrer là? Ouais, bah attendez, on va changer, on va remonter à la surface, on va être dans le tunnel. Hop, et on va faire rentrer notre ami Victor. Excusez-moi. Bonjour messieurs, vous m'entendez? Salut Beau gosse. Victor. Attends, faut que Let's j'arrange go. l'écran. Hop. Super qualité de micro d'ASMR. De J'ai une érection, ça y est. C'est ça qui fait plaisir. Je vais chuchoter ce soir. Oh putain, merde. Je vais me Incroyable. branler, je reviens. Salut Victor. Et ben du coup, l'émission de ce soir, bon, il y avait Osama qui était programmé, il n'est pas là, il est insaisissable. Et je t'avais demandé de venir faire une petite chronique justement, followant le fil rouge qui est un peu l'insaisissabilité. Catch me if you can.
Donc je suis très curieux d'entendre ce que tu as à faire. Tu veux nous dire autre chose avant de commencer? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, J'ai Victor. pas pu écouter le début de l'émission, Pas de mais souci. en tout cas, ouais, j'aime en général ce que vous faites. C'est du bon travail, les gars, n'arrêtez pas. Et, euh, et puis, ouais, je vais démarrer, hein. Ça va être très centré évasion fiscale, parce qu'au final, Ok, c'est ça la plus grosse traque à laquelle on fait face. Donc, je démarre, vous êtes prêts? on est Allez, complètement prêt. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sport national méconnu, un jeu d'évasion grandeur nature, une discipline où l'endurance intellectuelle se dispute à l'agilité morale. Oui, je parle bien de l'évasion fiscale. À l'évasion fiscale, vous savez, ce vilain mot que l'État nous répète inlassablement, à longueur de temps, entre deux campagnes sur l'importance de payer ses impôts, cette sublime invention du progrès qui consiste à travailler 2 jours sur 3 pour qu'un haut fonctionnaire puisse partir en séminaire à Marrakech sur l'impact environnemental des séchoirs à main dans les toilettes publiques. Il s'arrête jamais. Car oui, en France, on aime faire culpabiliser celui qui essaie d'échapper au grand ami de Bercy. Pourtant, s'il y a bien une espèce qui n'a jamais eu besoin de Greta Thunberg pour se retrouver en voie de disparition, c'est bien le contribuable solvable. Et puis soyons honnêtes, hein, pourquoi se sentir coupable? L'impôt, c'est du vol, tout simplement. La mafia a au moins la décence de ne pas prétendre que ses raquettes servent le bien commun. L'État, lui, vous dépouille sous couvert de solidarité, puis réinvestit joyeusement dans des projets aussi utiles qu'un rond-point artistique à 800 000 euros ou une subvention pour la danse post-capitaliste non binaire en Seine-Saint-Denis. D'ailleurs, il y a bien une belle analogie cinématographique, comme Science l'aime à le dire, à faire ici. Vous vous souvenez de Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can, ce type qui passe son temps à gruger le FBI. Eh bien, remplacez Tom Hanks par un inspecteur du fisc en costard élimé et vous obtenez le quotidien d'entrepreneurs français qui essaie de sauver ses revenus du broyeur socialiste. Parce que oui, on vit aux socialistes en France. Alors bien sûr, les règles du jeu sont claires. Bercy a le sifflet, le carton rouge et l'avare. Vous, tout ce que vous avez, c'est un bon avocat fiscaliste et un compte bancaire qui se balade plus vite que Gérard Darmanin devant une question sur la dette publique. Mais fort heureusement, il existe des solutions. Bitcoin, par exemple. Bitcoin, on en parle beaucoup ici. Et ce miracle technologique qui permet enfin d'échanger de la valeur sans qu'un bureaucrate vienne vous expliquer que votre argent ne vous appartient pas vraiment. Certains diront que c'est un outil pour contourner l'impôt. Mais après tout, si votre portefeuille est plus intelligent que Bercy, est-ce que c'est vraiment de votre faute? Autre stratégie, la société boîte aux lettres, cette noble institution qui permet de faire croire que l'on habite à Malte alors qu'on passe son temps à bouffer des croissants à la terrasse du Café de Flore. Le plus beau dans tout ça, c'est que même les ministres utilisent ces stratagèmes. C'est un peu comme si un prof de morale vous expliquait qu'en plein cours, que voler, c'est mal, tout en remplissant son caddie chez Carrefour sans passer à la caisse. Voilà, c'est notre quotidien. Si vous voulez un niveau au-dessus, bienvenue dans le monde feutré du prix de transfert. Vous avez une boîte aux lettres en France, très bien. Créez-en une autre en Irlande et faites-lui facturer des services de conseil à des prix délirants. Résultat, les bénéfices magiquement déplacés, les impôts évaporés. C'est pas du vol, c'est de l'ingénierie financière. Mais alors attention, toutes les fraudes ne se valent pas. Si un auto-entrepreneur du bâtiment planque 2000 balles en liquide sous un matelas, c'est un criminel, un parasite qui met en péril la solidarité nationale. Mais si Bernard Arnault ou Google font disparaître des milliards avec une armée de fiscalistes et d'avocats, alors là, c'est pas de la fraude, c'est de l'optimisation. Et c'est là qu'on tombe dans le piège socialiste. Face à ce grand spectacle où certains s'en sortent et d'autres se font écraser, la réaction immédiate, c'est la rage, l'envie d'abattre tous ces salauds de riches. On veut des lois plus dures, plus de contrôle, plus de restrictions. Et devinez quoi? C'est exactement ce que veut l'État. Parce que plus on réclame de surveillance, plus on accepte d'être fliqué nous-mêmes. Plutôt que de simplifier les règles pour que tout le monde puisse en profiter, plutôt que de rendre la fiscalité claire, lisible et accessible, on préfère ajouter des couches de paperasse, des obligations délirantes et des taux d'imposition absurdes qui transforment l'entrepreneuriat en roulette russe administrative. On ne se demande jamais pourquoi certains doivent fuir pour ne pas être ruinés. On se contente d'applaudir quand Bercy en attrape un au vol. C'est un peu comme si, au lieu de baisser la hauteur de la barre de saut en hauteur, on se réjouissait qu'un athlète se brise la jambe en essayant de la franchir. Mais la vraie question à se poser, c'est pas pourquoi ces gens échappent aux impôts, mais plutôt pourquoi ces impôts existent-ils à ce niveau délirant? Parce que le problème, ce n'est pas que l'évasion fiscale soit compliquée, c'est que la ponction soit devenue la norme. Si demain on baissait les impôts et les dépenses publiques, la question de
la question de l'optimisation fiscale disparaîtrait d'elle-même. Mais évidemment, ça, personne n'en parle. On préfère pointer du doigt les riches pour faire diversion pendant qu'on vous tond la laine sur le dos. Bref, chers amis, en 2024, la véritable rébellion n'est plus dans les manifs, elle est dans la comptabilité. Il faut être un sniper de la déclaration fiscale, un ninja du montage financier, un Houdini du bilan comptable. L'évasion fiscale, ce n'est pas du vol, c'est de la légitime défense. Sur ce, je vous laisse. J'ai rendez-vous avec une conseillère en optimisation fiscale. Enfin, un conseiller, c'est un grand mot. Disons un prêtre moderne qui vous apprend à confesser vos revenus dans une autre juridiction. Allez, bonne cavale fiscale à tous et que l'URSSAF ne vous rattrape jamais. Merci. C'était super Incroyable. bien écrit, mec. Bravo. Incroyable. Let's Bravo. go. Ouais, faites du bruit pour Victor là dans le chat, mec. Let's go. Trop bien, mec. Super bien écrit ça, mec. Ça, c'est beau, ça. Après, C'est de la poésie, antifiscaliste, quoi. Ce que j'aime, c'est que tu l'as bien tourné. C'est ça, j'espère que c'est pas mes dernières heures. Hein. Tu l'as bien tourné dans le sens où on avait montré un mème avant que tu arrives, où tu sais, avec la courbe, la belle curve. Et en fait, tu as les très riches d'un côté, qui font de l'optimisation, voilà, qui zigzaguent, ils font un peu ce qu'ils veulent. Tu as les très, très modestes de l'autre, qui fraudent ou bien qui ne gagnent pas assez, qui s'en foutent, voire qui prennent même un billet avec les aides. Et puis au milieu, tu as le cadre dynamique à 3K net de la défense, qui se fait tondre et qui lui, dès qu'il essaye de faire une petite boîte et de passer des notes de frais, il se fait tomber sur le bec par la gendarmerie. Donc, ouais, c'est un cirque assez marrant à observer. Et c'est vrai que nous, dans le bunker, on se pose des questions et on accueille toujours des gens pour savoir comment ils font pour survivre à ce manège. Donc, il y a Et bien sûr, nous, dans le bunker, on ne fait pas d'évasion fiscale, on fait de l'optimisation fiscale, hein, bien sûr, en respectant les règles du jeu, hein, on est d'accord. Hein. Bah, évidemment, après, le but du jeu, là-dessus, hein. Le but du jeu, c'est toujours de trouver des solutions et puis de rappeler aux gens qui sont censés travailler pour nous que peut-être que s'il y a autant de problèmes et s'il y a autant de fraudeurs, c'est peut-être parce que le système il est trop compliqué et pas juste. Et en fait, il y a des simplifications qui existent. Je veux dire, on a tous entendu parler de pays ici qui ont des flat tax, enfin des impôts flat, quoi, même à 13 à 17%. Personne ne se pose la question de les dodger, puisque c'est clair, c'est simple à faire et ça a le mérite d'être à un juste niveau. Voilà. Donc je te remercie, Victor, pour cette petite chronique. Puis je sais pas s'il y en a dans le chat qui ont des questions, vous n'hésitez pas. Je vois qu'il y a David qui veut monter après pour nous parler, c'est raccord, du nouveau formulaire d'imposition au Canada. Donc je sens qu'on va se taper des barres. Magnifique. Attends, est-ce qu'on a peut-être... Tu veux qu'on le fasse monter tout de suite ou qu'on passe... Moi, j'ai quelques petites questions à poser à Rami quand même. Bah oui, on va parler un peu à Rami parce que je connais Dis-moi. pas exactement sa situation. Et puis, quelle est ton approche de tout ça, Rami? C'est-à-dire de tout ça. Tu parles Non, mais toi, de l'évasion concrètement, tu as une fiscale. boîte qui est... Enfin, après, tu n'es pas obligé de nous répondre, hein, mais tu as une boîte qui est, Ok. qui est en France ou tu es à l'étranger? Ok, pour la faire très rapide, du coup, parce que peut-être il n'y a même pas de contexte. Moi, j'ai une agence de dev depuis 4 ans maintenant. Et elle est basée, c'est basé à Courbevoie, donc ouais, en France. Là, on est en train de gentiment regarder ailleurs. En vrai, probablement dans des pays qui seront, on va dire, plus accueillants, parce qu'on a eu de très 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 mauvaises expériences avec l'URSSAF, parce que quand c'est pour prendre l'argent, eux, ils sont connectés via API directement à notre compte bancaire, donc c'est facile. Mais une fois qu'il faut récupérer l'argent, c'est plus difficile. Au lieu de te rendre l'argent, ils appellent ça crédit d'impôt, donc t'inquiète, tu paieras moins cher dans 4 ans. Donc ouais, il y a beaucoup de mauvaises expériences avec tout ça. Après, si c'est une question sur l'impôt général, là, ça nécessite une plus grosse expérience. Mais sur notre structure légale, oui, on a une boîte en France depuis Ouais, mais bientôt 4 ans, dans quelques semaines. vu que tu voyages beaucoup, là, si j'ai bien compris, t'as passé ton année à travailler tout en te déplaçant, en voyageant. Tu s'appelle Digital Yes. Nomad. La question se pose forcément de est-ce que je peux pas continuer à faire la même chose tout en me domiciliant et sans tricher, quoi. C'est-à-dire en vraiment me domiciliant ailleurs. Je peux pas répondre à toutes les questions. Ok. Je peux pas répondre à toutes les questions. Mais Rami, pourquoi tu as de l'argent, toi, sur tes comptes bancaires en France? Pourquoi tu passes pas tous tes avoirs en crypto, en BTC ou en USDT? Je peux pas répondre à toutes les questions. Ok. Non, l'objectif, c'est pas de te mettre en PLS. Hein. Ouais, non, je préfère pas prendre de risque, je sais pas où on est, tu vois, mais bon, voilà. Ok, et alors j'ai une petite dernière question.
si tu as voyagé un petit peu et que voilà, ça marche à peu près pour toi, est-ce que tu as déjà repéré un endroit où tu te dis, bah, je trouve que cet endroit me plaît bien, au moins pour passer quelques mois de l'année, pourquoi pas monter une boîte ici? OK. Et Bah, en vrai, pour être très transparent avec toi, tu sais, comme je pense que tu l'as déjà vu, mais sur l'année 2024, on a pas mal voyagé. On avait fait des confs un peu partout dans le monde, beaucoup en Europe, aussi pas mal en Asie. Et franchement, il est 3 pays comme ça qui m'ont frappé, soit parce qu'on a beaucoup travaillé avec des gens qui étaient basés là-bas, ou soit parce qu'on y allait directement sur place. Donc Hong Kong, Singapour, Dubaï, c'est vraiment 3 places qui ont rien à voir, tu vois? Fait que ce soit, sur la partie, facile d'ent facile d'entreprendre, la partie process, open business, ça a rien à voir, les connexions et la mise en relation. Donc je dirais, c'est plus les opportunités business qui m'intéressent plus que la facilité administrative, parce que business first et après l'administration. Donc, parce que ça, il y a aucune valeur ajoutée à faire de la paperasse, pendant des semaines, tu vois? Enfin, c'est donner de l'argent à des personnes qui sont eux aussi en train de faire leur business de leur côté et c'est juste une interface, «web» entre guillemets, enfin une interface entre toi et l'État, quoi. Donc, je vois pas l'intérêt. C'est surtout après. Donc nous, on rattrape tout le temps les pots cassés une fois qu'on a fait rentrer de l'argent. Mais je dirais la première destination là comme ça où on veut ouvrir notre boîte, c'est probablement Dubaï, tu vois? Si c'est pas Dubaï, ce serait les 2 autres pays dont je t'ai cités. Mais moi, aujourd'hui, je suis biaisé parce que nous, on travaille principalement avec des startups, orientées Web3, beaucoup en France. On a quitté un peu la France parce que c'est pas pour cracher, mais les mentalités sont un peu, je sais pas comment expliquer, hein. Mais bon, bref, c'est plus intéressant de travailler à l'étranger. Donc, nous, on préférera ouvrir en tout cas, très probablement à Dubaï. Si c'est pas Dubaï, ce sera un autre pays du style qui va être très open market, en tout cas. J'ai une question, ça peut être aussi personnel. Dis-moi? C'est c'est quoi les limitations qu'il y a pour ouvrir, une entreprise dans ce genre de pays? Est-ce qu'il faut un capital de départ? Est-ce S il faut mettre une certaine somme au début? Singapour, c'est ultra simple, tu payes 1 000 balles, tu l'as en quelques jours. Easy, tu vois? Tu as vraiment on s'en fout de ton visa, on s'en fout, tu peux le faire à distance, tu peux venir sur place. C'est vraiment easy, tu as vraiment pas de souci. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire des trucs dans la finance et tout, c'est sûr que tu auras besoin de licence. Si tu veux recruter et que tu veux recruter des gens qui sont pas singapouriens, il faut que tu payes, une taxe supplémentaire. Ça, c'est Oui. pour la partie, employé. Après, par exemple, pour Dubaï, bah, faut juste, en fait, c'est ça, tu peux le faire à distance, tu peux le faire sur place. Pour ouvrir un compte là-bas, il faut que tu aies un Emirates ID, et après, c'est ultra simple aussi. C'est un peu plus long que Singapour, par contre, et c'est un peu plus cher. Mais du coup, tu payes, quelque chose comme 5 ou 7 K, un truc du style. Mais pas compliqué, ultra simple et tu as beaucoup de services qui le font. Faut faire attention par quelles agences tu te fais passer ou sinon tu peux te faire sponsorship par un pote, si lui il a déjà une boîte parce que tu as un threshold de personnes à qui tu peux faire passer à chaque fois que tu ouvres une boîte. Mais ouais, très probablement c'est là-bas qu'on va passer, tu vois? OK. Pour des raisons fiscales évidentes, mais aussi surtout parce que nous on s'est fait fermer, 2 comptes bancaires, donc tu vois, c'est un peu chiant et tu sais que tu peux pas faire les transactions que tu veux parce que sinon à un moment donné et on s'est déjà fait freeze notre argent plusieurs fois, donc c'est aussi pour ces Tu raisons-là. peux nous Parce qu'on a de expliquer la les crypto bien circonstances, sûr, mais tu peux nous expliquer les circonstances qui ont amené à ce que c'est que tu as reçu des grosses sommes d'argent d'un coup? bah, en fait, je pense que c'était surtout sur la régularité. C'est que des fois, il y avait beaucoup de transactions, avec des montants entre guillemets «conséquents», mais pas si conséquents que ça, IMO. Après c'est relatif, mais après, c'était du 5 digit, tu vois? C'était même pas du 6 digit, mais je pense que c'était Et surtout sur toi, la tu les passais régularité. direct en bitcoin derrière ou en crypto? Ça je peux Tu peux pas pas dire. Ouais, parce qu'en je fait, peux les pas les dire. banques, par expérience, moi, elles aiment pas ça, hein. Quand Mmh. quand tu les utilises pour, juste pour, envoyer recevoir et envoyer sur des échanges bitcoin ou crypto, ils aiment pas, ils flaguent le truc et tu peux très vite te faire ban les comptes bancaires. Après de base, c'est que nous on est labellisé crypto, nos comptes bancaires, pro, en fait sont labellisés crypto. Ce qui nous demande en fait, bah, tous les documents, l'objet de notre activité, ce qu'on fait et cetera et tout. Donc ils savent. Il y a Paul qui demande: «Tu pourrais bosser en USDC sans compte bancaire?» mais j'imagine que c'est que tes clients, ils te payent pas forcément tous en crypto, quoi? En vrai la plupart si, OK. en vrai la plupart si. Et tu Donc pas toi, en besoin Enfin gros, depuis 1 an on va concrètement, dire. si tu as des clients qui te payent tout ça en crypto, tu même pas besoin d'avoir d'entreprise si tu veux, quoi. En réalité, ouais. En fait, la structure légale, elle rassure toujours. On a travaillé avec beaucoup de types de personnes différents, même des DAO, des gens qui avaient pas de structure légale, mais qui avaient des grosses communautés ou,
Ou enfin, c'était juste des multimillionnaires en slip qui voulaient lancer des projets, quoi. Mais en gros, tu as plein de trucs, tu plein de trucs différents. Mais sinon, la structure légale, elle est toujours rassurante parce qu'avoir une présence légale quelque part, les gens ont toujours ce biais cognitif malgré l'industrie dans laquelle tu peux travailler. Comme quoi, bah, s'ils sont rattachés fiscalement quelque part, enfin pas fiscalement, mais légalement quelque part, bah, en gros, on peut les retrouver, tu vois. Donc Mmh. c'est toujours nécessaire. Ça veut dire que fermer totalement ta boîte et ne plus avoir de structure légale, je pense que ça te ferme beaucoup plus de portes que ça t'en ouvre. Imo. En tout cas, les gars, le end goal, c'est d'avoir un business qui est crypto-natif, Bitcoin to Bitcoin, et de ne pas avoir besoin de compte bancaire, et donc de ne même pas avoir besoin d'entreprise, et de vraiment là ne plus exister dans leur matrice. D'ailleurs, une fois, on avait fait le jeu de l'esprit il y a quelques années avec 200, on se disait le end goal, ce serait même d'avoir des enfants no KYC. Je vous laisse réfléchir Incroyable. un peu sur ce truc-là. Mais ce serait, je ne sais pas si c'est faisable, mais Euh, de ça, complètement disparaître de tous les circuits, tu vois. faut Je pense faire qu'il y a gaffe moyen. parce que faut faire gaffe si pendant l'accouchement ta femme elle ne contracte pas, ça, ça risque de pas marcher, tu vois. Mmh. Ah, je pense qu'il y a Attendez, moyen en vrai. je vous coupe juste 2 secondes. Il y a Victor qui doit y aller, il m'a prévenu dans le chat. Ouais. Donc je voudrais qu'on le remercie puisqu'il a vraiment fait une belle chronique et je vais essayer de la Ouais. clipper, de republier des trucs. Merci Victor. Tu veux nous Merci à dire un vous, les truc gars. avant de partir? Non, bah, merci pour la soirée, pour le live et continuez comme ça, les gars. On est derrière vous. Let's go. Ciao, les Allez, mecs. bonne soirée. Merci Ciao Victor. Victor, Bonne soirée. c'était trop bien. Tchoup. Attendez, je le vire. Putain. Dégage Victor. Lopez style. Et alors attends, Rami, tant qu'on y est là, Malaisie, est-ce que tu conseilles ça pour un, alors toi, après toi, je sais que tu as une approche avec la jante féminine qui est un peu spéciale parce que tu es assez dans la religion, quoi. Mais est-ce que tu conseillerais à un jeune loup célibataire de venir s'installer en Malaisie ou c'est pas ouf niveau meuf? Ça dépend. Ouais, ok, tu parles de niveau fille. Bah, ça dépend ce que tu recherches. En vrai de vrai, je trouve que la Malaisie, c'est pas si musulman que ça. C'est musulman, mais pas tant que ça. Tu as quand même beaucoup de boîtes de nuit et c'est très multiculturel. Tu as 3 communautés principales. Tu as indien, Chine, malais et du coup, bah, tu as des hindous, enfin, des gens qui sont hindouistes, shintoïsme, et musulmans. Donc c'est pas mal mélangé et tu as beaucoup de jours fériés et tout le monde les célèbre. C'est-à-dire que tu peux célébrer les fêtes hindoues, tu peux célébrer les fêtes, un peu chinoises et cetera. Leur religion est aussi pas mal de chrétiens et les musulmans et en fait, il y a, ouais, pas mal de enfin de multiculturalisme. Donc là, je dirais, tu auras un peu pour toutes les couleurs et après ça dépend ce que tu aimes. Si tu aimes pas trop les ethnies chinoises, indiennes ou malais, bah, peut-être que d'un point de vue physique, ça va pas t'intéresser. D'un point de vue valeur, les Malais sont quand même beaucoup plus traditionnels, donc ça peut plaire pour les personnes qui recherchent, des tradwives et et voilà, c'est tout. OK. Une dernière question, moi, sur la Malaisie. Je connais pas bien encore ce coin-là hein, du monde. Hein. Il me semble que c'est assez près des Philippines. C'est le même climat un peu que les Philippines. Bah, je connais pas trop les Philippines, mais pour le climat, tu as saison sèche, saison des pluies, un Ok. peu comme, tout ce qu'il y a autour, Singapour, Thaïlande et tout. Mais tu auras des différences. Par exemple, ici, ça va être un peu plus gris. Tu auras jamais de plein soleil. Singapour, tu auras beaucoup plus, je trouve que c'est moins humide et que tu as plus de soleil et c'est plus dégagé. C'est pas forcément l'avis de tout le monde. Après pour le reste du climat, c'est tout le temps 30 degrés toute l'année, un taux d'humidité assez élevé. Il y en a qui supportent pas, il y en a qui supportent. La chaleur, il fait chaud, mais je trouve pas ça insupportable. Tu sors tout le temps en t-shirt toute l'année. La saison des pluies, c'est pas une vraie saison des pluies, enfin je trouve. Tu as peut-être 2 jours de pluie par semaine max, pendant la saison des pluies et après le reste, c'est de temps en temps gris, mais sinon, je vois pas le problème. Ah, C'est pas un endroit où je recommanderais de vivre, je dirais, si une personne, elle a beaucoup vécu à Paris parce qu'il va peut-être trop perdre ses repères et peut-être qu'il y aura certaines différences de culture qu'il va pas trop aimer, comme la nourriture ou peut-être les gens en général et tout. Donc, ça dépend ce que tu recherches. Je dirais que c'est cool. En tout cas, c'est chacun son point de vue. Moi, je trouve qu'elle, c'est cool, pour quelques mois, voire un an. Tu veux full focus, full grind et vivre dans un environnement très différent. Tu as un accès au luxe qui est assez bas, donc, tu as pas besoin de beaucoup dépenser. Mais comme du coup, ton niveau de vie va augmenter, tu vas finalement plus dépenser qu'en France. En tout cas, c'est mon cas. Mais après, tu as beaucoup plus de plaisir et tu te fais quand même, enfin, tu as un bon plaisir. Donc, je dirais c'est bien pour focus si tu veux bosser et que tu es solo. Mais je dirais pour vivre toute ta vie, pas forcément parce qu'il y a des trucs où les standards sont plus bas,
même si tu as un accès au luxe plus bas aussi. Ok, Enfin, moi tout est relatif. je réponds juste à Millet. Millet dans le chat qui nous dit le chat bug. Ouais, X, c'est pas tout le temps au point, désolé. Donc, si jamais vous voyez que votre chat bug, n'hésitez pas à sortir et re-rentrer dans le live. Souvent, ça règle le problème. Mm. J'ai une petite dernière question pour toi. Et après, on va faire rentrer Mister David Saintonge en direct du Québec. Mhm. Il veut nous parler du nouveau formulaire apparemment très rigolo des impôts québécois, enfin canadiens en général. Mais Mhm. dis-moi, Rami, dernier truc, tu as parlé de l'accès au luxe. Moi, ça me parle pas trop l'accès au luxe, mais plutôt le coût de la vie en général, on va dire alimentation, logement, accès à la salle de sport, etc. Est-ce qu'il y a un gros discount par rapport à ce qu'on connaît en Europe? En vrai, ça dépend trop à chaque fois des produits, tu vois. Par exemple, la viande, c'est du pareil au même parce qu'ils importent beaucoup. Ils ont très peu de viande de bonne Ouais, qualité. Produits laitiers, ils en ont, mais ça va être surtout importé, donc ça va être, plus ou moins forcément. plus cher et tout. Par exemple, et après sinon sur les services en généraux, je dirais que tout est moins cher. C'est juste qu'à la fin, tu vas dépenser plus parce que vu que toi, tu veux un niveau de qualité qui soit au moins équivalent à la France, je dirais qu'à la fin, tu reviendras au même niveau de dépenses qu'en France, voire plus. IMO, tu vois? Parce que si tu vis comme un Malaisien, tu vas forcément parce que tes standards sont plus élevés si tu grandi en Europe, sur pas mal de Ouais, choses, tu vois? Le logement et tout. Donc, je non, dirais qu'à la fin, ça fait en sens. fait, c'est moins cher quand même. Après, ça dépend. Ouais, moi là, je te réponds sur ça. Je pense que ça dépend de l'implication que tu mets, puisque moi, à chaque fois que je bouge quelque part, bah, vous me connaissez sur la bouffe, ça fait partie de mes priorités d'essayer OK. de sourcer des bons trucs et tout. Alors, c'est vrai que des fois, tu mets la main au portefeuille. C'est vrai que des fois, ça demande beaucoup plus d'organisation, de temps passé sur place, de faire les bons contacts, ou alors d'aller sur le marché, machin. Mais Mmh. ouais, c'est vrai que si t'as pas le temps, t'es vraiment focus boulot et que tu vas au supermarché prendre la top qualité, ça va te revenir cher. Et si tu veux pas que ce soit le cas, il faut que tu fasses des connexions sur place ou que tu ailles regarder les réseaux d'approvisionnement, on va dire, des locaux. Après, il y a Et- beaucoup de viande wagyu aussi, peut-être que tu te ferais plaisir et c'est beaucoup importé d'Australie, Japon et tout. Ouais, Donc ça m'étonne je pas. pense que les amateurs de viande, ils kifferaient. Ici, j'ai mangé la meilleure viande de ma vie qui venait d'Australie, incroyable. Donc après, faut tester, mais Et c'est Rami, très bon. Mmh. il a l'air sympa ton appart, la grande baie vitrée, grand écran. T'as combien de Ah, mètres carrés et tu payes combien là, le mètre carré, je sais pas, je sais que à peu je sais près? pas du tout. Non, mais Franchement, t'as je suis quoi? T'as trop nul trois dans ces pièces, trucs-là. Ouais, il y a 3 chambres, 3 toilettes, 2 trois salles de bain. chambres? Ok. Ouais. Ah ouais, ok, c'est Ouais. assez grand. T'es quoi? T'es en coloc avec ton associé? Ouais, il y a mon associé et une chambre d'invités. De temps en temps, on Ok. accueille des gars et enfin des gens qui viennent, surtout des fois en escale Singapour, Hong Kong et tout. Donc c'est cool pour faire du business en vrai. Heu, après du coup, on paye, quelque chose comme 1 200, mais le problème chiant avec ça, donc c'est moins cher, tu vois, quand même. On est dans un bon quartier. Après tu as piscine, sauna, salle de sport incluse Ah et tout. ouais, ok. Ta Ouais, salle de ok. sport Mais et tout. Ah ouais, donc c'est le feu. Ouais, c'est le feu. Non, ça va. c'est bien. Pas trop Franchement, cher. ça va, c'est bien. Non, ça, c'est pas Oui, cher donc et après le ça veut seul dire truc, c'est que quand tu es étranger et que tu as pas le bon visa, faut que tu payes à l'avance. Par exemple, nous, on avait payé 6 mois à l'avance, on avait payé 3 mois de caution et je pense que les 3 mois de caution, on les reverra jamais, tu vois? Donc Ok. À voir. Bah, bah, tu me tiendras je pense informé. que ouais, du coup, pour quelqu'un de seul qui travaille un peu en Wi-Fi, sur le Wi-Fi, quoi, un mec seul qui se prend un appart correct, mais pas forcément gigantesque, petit sauna, petite salle de 800 sport, balles, quoi. il y a moyen de s'en sortir entre 450 et 650, quoi. bah, Peut-être un peu plus. 405 je dirais je dirais 600 parce qu'en fait, le delta, à un 600. moment donné, Ouais, le il est delta, il est plus petit. Ouais. c'est ça exactement. En fait, il y a plus une si grosse différence. Donc je dirais 600-700 pour que tu sois quand même un peu bien. Mais sinon, si tu veux faire le rat, tu peux trouver pour, tu vois, tu es à 300-400, c'est je pense qu'il y a moins que tu sois dans des apparts avec des cafards, tu vois? Par Non, mais exemple. là, franchement, si tu me dis qu'à 1002, tu as 3 pièces, tu piscine, tu salle de sport, tu es dans un bon quartier, Mmh. mec, t'es fou, c'est le feu. Vous pourriez habiter à 3 là-dedans, mec. T'as vu, De ouf. on a 200 qui te demandent, Rami, est-ce que c'est utilisé Bitcoin en Malaisie? Bitcoin, en fait, c'est assez spécial. C'est que, pour la faire très rapide, c'est que Bitcoin, les Malaisiens sont à fond internet, tu vois? Donc tous les scammers d'internet, il y en a beaucoup qui viennent de Malaisie, par exemple. Donc c'est ça, c'est connu pour ça. Mais sinon, de base, il y avait une commu assez ancienne. Il y avait des mecs, c'était des bitcoiners au tout début parce qu'il y avait que Bitcoin. Mais dès qu'Ethereum est arrivé, ils ont tous switch, Ethereum. Par exemple, tu vois, le fondeur d'Etherscan, je pense que vous connaissez tous, Etherscan. De base, c'était Ouais. un mec de la communauté Bitcoin.
Et en fait, il se faisait tout le temps rejeter parce qu'il voulait faire les colored coins. Il était dans tous ces trucs-là. Tout ce qui n'était pas, entre guillemets, toutes les utilisations non monétaires sur Bitcoin, bah, la communauté le slashait. Et en fait, on le bâchait. Et dès que Ethereum était sorti, il a switch Ethereum direct. Et après, il a créé un gros hub Ethereum, mais de OG. Et donc, tu en as beaucoup qui font ça. Il y a une communauté Bitcoin qui existe en Malaisie. Ils font des meet-up. D'ailleurs, ils m'avaient invité à leur première grosse conf. Ils avaient ramené pas mal de gens d'Asie un peu autour. J'étais pas allé parce qu'à ce moment-là, je crois que c'était parce qu'on était occupé avec une petite opportunité Banque de France, mais ça s'est pas fait à la fin. Donc j'ai un peu FOMO le truc. Mais à part ça, c'est que ils essaient d'organiser des trucs, mais c'est des bitcoiners qui sont pas vraiment bitcoiners. C'est des gens un peu number goes up, full exchange, tu vois. Donc ils disent bitcoiner, mais c'est pas une vraie commu de bitcoiners. Ça va être surtout des crypto bros et ils essaient de trouver un truc pour faire de l'argent. Mais sinon les autres, on va dire la communauté Ethereum ressemble beaucoup plus à des cypherpunks que les bitcoiners prétendus, tu vois, ceux qui organisent des trucs chaque mois et tout, enfin, de la Ok, communauté. on doit faire rentrer, pour des questions de timing, notre ami David Saintonge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais le laisser se présenter succinctement. Hop, salut David, comment ça va? Ça va très bien, mon cher Science. Bonjour GG. Salut Rami. Vous Salut m'entendez? David. Salut, Oui, ça va. Oh, Rami est t'entends très super bien. enchanté plaisir. de te voir le visage en vrai après toutes ces années T'as vu? de chat. Super. Beau gosse en plus. Alors, Merci. superbe. Il se laisse aller, il faut qu'il retourne à la salle là. Fais gaffe, tu vas reprendre du bide, Rami là. Laisse-toi pas faire. Putain, Et j'ai David, perdu moi, ça 12 me fait kilos en plaisir parce plus. qu'à chaque fois, tu es dans ton espèce de cave, de sous-sol là. À chaque fois, je sais que tu nous sors des pièces, des billets qui viennent de je ne sais où. Donc, Ouais, j'ai des poids monétaires de souverain. Je viens de recevoir ça du souverain de l'Angleterre, les pièces d'or. J'ai un Guinée aussi. Hein. Ok, Donc, à ce moment, l'or venait de la Guinée à ce moment-là et ils ont appelé leurs alors, pièces d'or. pour, let's go. pour ceux qui ne savent pas pourquoi David, le Québécois, dans sa cave nous montre des pièces, c'est parce que en fait, David, c'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Tout sur Bitcoin et qui s'intéresse énormément à la monnaie, qui est un collectionneur incroyable de pièces, de billets, et qui a fini d'écrire un livre, ou qui écrit un livre, tu me corriges si je me trompe, sur l'histoire de la monnaie, l'hyperinflation, etc. C'est bien ça? C'est en cours. Ouais. Ouais, c'est en cours. Et c'est pour ça en fait qu'il a une énorme collection. Et bah, c'est notre ami dans le bunker. Il était déjà passé dans un des épisodes early. On en refera certainement un autre maintenant qu'on est structuré. Mais bah, du coup, tu voulais venir nous parler un petit peu des nouvelles règles fiscales, non, au Canada? Oui, clairement. Ben, j'ai 3 sujets très rapides là, parce que j'ai à peu près 15 ou 20 minutes là, à Top partager chrono. avec vous. Ça sera pas très long, mais ça va être intéressant, je l'espère. En fait, c'est qu'il se passe plein de trucs au Canada. Ben, premièrement, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si ça s'est rendu jusque chez vous, mais les tarifs de M. Trump ont été annoncés et seront appliqués. Et donc, ici, c'est la pagaille, c'est le branle-bas de combat. Il y aura 25 de tarifs sur tout ce qu'on exporte vers les États-Unis. Et les États-Unis sont le plus grand marché pour le Canada. Donc, c'est littéralement la catastrophe ici. Donc, et là, les gouvernements, vous savez, au lieu de demander à Trump, bon, qu'est-ce que tu veux pour négocier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on règle? Qu'est-ce que tu veux qu'on change? Ils sont tous là. Ah, on ne se laissera pas faire. Et là, ils vont mettre des contre-tarifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que de un, on ne sera plus capable d'exporter. Et de deux, on va payer plus cher ce qu'on importe des États-Unis. Donc, on va être doublement dans la merde parce qu'on n'a pas de levier. En fait, on exporte tout ce qu'on. Je crois que c'est peut-être 70 de nos exportations. Je n'ai pas le chiffre exact, mais la majorité de nos exportations vont aux États-Unis. Puis nous, on compte pour quelque chose comme, je ne sais pas moi, 10 des exportations des États-Unis. Donc, on n'a pas de levier là, pour. Donc, on est dans la merde, littéralement. C'est le protectionnisme. On a fait confiance aux États-Unis pendant toutes ces années. Et là, ben, je crois que ça sera un peu plus chacun pour soi dans les prochaines années. Ça va changer le paysage économique. Ça va être très intéressant à suivre. Et dernier point par rapport à ça, les amis, ici, vous savez bien, nos super gouvernements socialistes, ils disent on va mettre au lieu d'essayer de régler les problèmes ou d'écouter ce que Trump il veut, ils disent on va faire des gros programmes d'aide, on va aider tout le monde, on va mettre des milliards, on va sauver les jobs. C'est une belle réponse de socialisme à la Euh, canadienne. donc tu veux nous dire que là c'est la merde, c'est à feu et à sang parce que vous
vous allez faire plomber votre pouvoir d'achat. Ouais. Et au lieu de réagir correctement ou même de capitaliser sur vos productions électriques pour miner du Bitcoin, hein, par exemple, Ça aurait pu bah, être un choix, oui. vous allez juste printer plus de, Ouais, printer plus ils vont de juste produits. printer plus, puis ils vont Ok. mettre des tarifs sur les exportations des États-Unis, des contre-tarifs, donc on va payer plus cher ce qu'on importe des États-Unis. Ils font exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. Mais bon, on n'est pas surpris, c'est les gouvernements. Voilà. Mais pourtant, Deux, vous avez Trudeau qui s'est barré, ça devrait se calmer, non? Ah, oui, je voulais parler de ça justement. Et pour ajouter à tout ce marasme, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas de Parlement. Parce que Trudeau a démissionné sans démissionner. C'est le premier politicien que je vois ça de ma vie. J'ai déjà vu des politiciens démissionner parce qu'il y avait eu 81% d'acceptation dans leur parti. Il dit c'est passé, je quitte. Trudeau lui annonce qu'il démissionne et il reste. Il reste jusqu'à temps que quelqu'un le remplace. Au lieu de démissionner dignement comme tout le monde, quitter puis quelqu'un le remplace temporairement, lui, il reste là. Donc, c'est encore lui notre premier ministre, même s'il a démissionné. Et on n'a pas de Parlement parce qu'il a prorogé le Parlement pour pas que les partis d'opposition fassent tomber son gouvernement. Donc là, on n'a pas de gouvernement, puis on a une guerre de tarifs de plus grande ampleur qu'on n'a jamais vue. Donc, c'est n'importe quoi, vraiment. Alors, tu te souviens que Trump avait quand même annoncé qu'il comptait annexer le Canada de manière ironique, mais pas tant que ça concrètement. Est-ce que tu penses que le flou un peu politique plus la zermie économique qui s'annonce, est-ce que tu penses qu'on va passer au-delà d'un effet d'annonce et que c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser ou c'est complètement fantasque? Ce que je peux te dire à ce sujet, GG, c'est que Trump a lié les tarifs à de la sécurité aux frontières et au problème de fentanyl. Il a lié mais ça, c'est écrit dans la loi, dans le décret, mais dans les médias, il dit qu'il n'y a rien que le Canada et le Mexique peuvent faire pour enlever les tarifs, que c'est pas une position de négociation. Et que c'est vraiment pour financer le gouvernement américain par les tarifs au lieu par les taxes, par les impôts. Donc, c'est ça que lui, il dit. Donc, il y a comme deux discours en même temps. Et il dit vraiment que si le Canada devenait un État américain, bien, il n'y aurait plus de tarifs. Il le dit comme ouvertement. Ok. Donc, on ne sait pas avec Trump, est-ce qu'il est complètement sérieux? Est-ce que on ne le sait jamais, vous savez, c'est Trump. Mais ça fait partie du discours de dire on vous nuit et on va vous annexer comme C'est ça. incroyable. Ouais. Science, on t'entend pas. Ou je pense que Science, il parle à Je quelqu'un pense, je d'autre. pense que c'est de la belle, je pense que c'est de la belle négo, c'est-à-dire qu'il fait une blague, mais en même temps il tape le terrain et voilà. Juste un petit truc avant que tu continues. Je vois qu'il y a Gaz Gano, opérateur Fibonacci dans le chat. Salut mon gars. Je t'ai raté, je voulais t'acheter des cigares. Il fait des super cigares Bitcoin avec des NFC, enfin un truc de fou. Gaz Gano, on se met en contact, réponds à mes DM, je te prends des cigares, je les ferai passer dans le bunker. Voilà, voilà. Bah, David, du coup, question avant que tu enchaînes. Est-ce Oui. que pour toi, Trudeau, c'est le fils de Fidel Castro ou pas? Non. Non, j'ai vu des photos où on compare avec son père, Pierre-Éliott Trudeau, et il se ressemble. Je sais qu'il ressemble vraiment à Castro sur les photos quand il était jeune, tout ça, mais les mêmes photos existent pour son père, puis il se ressemble vraiment. Et est-ce que le sgeg à Brigitte, il parle de ça au Canada avec oui, Candace Owens et tout, qui fait le buzz là-dessus? Moi, je le vois beaucoup sur X. Là. Je sais que ça parle beaucoup en Amérique là, parce que c'était destiné plutôt aux Américains. Ouais, je pense que c'est un sujet. Owen Candace là, est assez connue, je pense, ici, là, en Amérique. Donc, hyper connue. Hein. Elle a presque 4 millions d'abonnés sur YouTube. Elle est big. Ouais. Alors, on va pas se ralentir plus longtemps. Je sais que tu es un peu tight. Donc, oui. Si tu veux nous. Je peux enchaîner avec. Je peux enchaîner avec le formulaire, puis je vais terminer. Je veux vous teaser sur mon dernier sujet qui est vraiment ouf. C'est que ici, le fournisseur d'électricité, l'électricien, je pense que vous appelez chez vous, là, qui s'appelle Hydro-Québec, qui est la société d'État. Je ne ferai pas le sujet là, je vous tease pour la fin. Il me paye en ce moment 50 centimes de dollars par kilowattheure que j'efface quand je ferme mes mineurs. Donc, pendant les périodes de pointe, comme en ce moment, c'en est une, là, après qu'on soit parlé, je vais fermer mes mineurs. Et donc, quand il y a une période de pointe, quand on commence à manquer d'énergie, ça arrive à peu près, je pense, une quinzaine peut-être une dizaine de fois dans l'année, dans l'hiver. Ben, il me paye quand je ferme mes mineurs. Je vous explique ça. Après, c'est fou. Je fais environ 15 à 20 dollars canadiens
par période de pointe que je me mets comme crédit sur ma facture parce que je ferme mes mineurs. Je vous en parle. C'est plus payant que miner, en fait. Je vous en parle après. Donc, ce que je voulais vous parler précisément aujourd'hui, c'est le nouveau formulaire, là, TP 21439. J'adore les typologies des fonctionnaires. C'est fantastique. Et qui vient d'ailleurs de disparaître à l'instant du site parce que le gouvernement a appliqué une loi qui n'avait pas été votée. Et comme Trudeau a prorogé le gouvernement, ils ne l'ont pas appliqué. Fait qu'il avait tout préparé les formulaires avec une loi spécifique pour un pourcentage d'imposition qui avait changé. Et là, c'est plus le même pourcentage. Et donc, ils ont enlevé aujourd'hui, je crois, le formulaire. Donc, c'est juste pour vous dire à quel point c'est sérieux. Ce formulaire, qu'est-ce qui change, les gars? C'est que maintenant, je vais être obligé de déclarer que je possède de la crypto. Avant, moi, comme j'étais un hodler, j'ai juste miné toute ma carrière de Bitcoiner. J'ai miné des Bitcoins et j'ai acheté quelques fractions de Bitcoin chez Bull Bitcoin. Rien pour me mettre riche, rien pour écrire à ma mère, mais j'en ai acheté quelque peu et j'ai jamais vendu sur une exchange. J'ai jamais fait de trading. Donc, techniquement, j'ai jamais déclenché d'événement fiscal à déclarer au gouvernement. Mais là, ce qui change, c'est que je vais être obligé de leur dire que j'en ai. Fait que là, je vais tomber dans une base de données qui sera un super honeypot. Et en plus, je dois déclarer mes transactions. Parce qu'ils n'ont pas de tiers de confiance à appeler, comme, je ne sais pas moi, une banque ou pour dire hey, David, c'est quoi ces transactions? Parce que si tu peux faire des transactions hors exchange. Donc, ils veulent que je dise que je possède la crypto, du Bitcoin en fait, et que je liste mes transactions. Donc, si j'ai fait, disons, je ne sais pas moi, 4 achats cette année de 100$ chez Bull Bitcoin, puis je les liste, est-ce qu'on est d'accord qu'avec les montants précis, pas besoin de donner les adresses, mais juste les montants, si tu fais, je ne sais pas moi, 5-6 transactions avec des dates, on est d'accord que n'importe qui. Donc, en gros, c'est rétroactif. Ils te demandent de leur donner toutes les transactions que tu as fait sur Bitcoin ces 10 dernières années. Ah non, cette année. Ouais, cette année. Et après, de toute façon, toi, David, tes Bitcoins, tu les as perdus entre-temps. Tu n'as plus de Bitcoin de toute façon. Exactement. Non, mais moi, je l'ai fait 100% legit parce que, je vous dis, j'ai écrit un livre sur Bitcoin. Je passe à la télé ici. Je parle à la radio régulièrement. Je ne peux pas faire à croire au fils que je n'ai pas de crypto. Là, ça serait un peu ridicule. Et comme j'en ai pas dépensé, et comme je n'ai pas vendu de crypto, cette année, en passant d'ailleurs science, parce que j'ai acheté une caisse du bunker, ah oui, c'est l'autre point que je voulais vous dire, c'est qu'ici, vendre des bitcoins, c'est un élément taxable. Donc, pas vendre, pardon, envoyer des bitcoins à quelqu'un. Fait que là, j'ai envoyé des bitcoins à Science pour payer ma caisse. Et donc, ça, je vais payer de l'impôt sur le revenu et en passant, moi, tous mes bitcoins sont KYC, malheureusement. Donc, je ne peux pas faire assembler à dire puis je dis mes bitcoins, moi, je ne suis pas riche en bitcoin, j'ai juste quelques fractions de bitcoin accumulées. Mais ça, c'est le cas partout, je crois. Parce que, entre guillemets, c'est considéré comme vendu quand tu payes quelque chose en Bitcoin, même en France, c'est le cas. C'est ça, mais ici, la nuance en plus, c'est que quand tu swaps, si tu swaps Bitcoin à Ethereum ou ça, c'est un événement taxable au Canada. Incroyable. Et ça, c'est fou. C'est fou parce qu'en fait, c'est parce qu'ils considèrent ça comme du troc, les gars. C'est ça l'essence en dessous. C'est que c'est comme faire un échange troc. Donc, tu es obligé de déclarer la valeur de la crypto A, la crypto B, puis de faire le gain en capital. Donc, ça, c'est littéralement payer de l'impôt sur des gains non réalisés parce que. Ouais, mais si tu payes c'est que du déclaratif, c'est ça, David, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est que du déclaratif? Tu déclares les sommes que tu as achetées, tu déclares, voilà, j'ai transféré tant, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est du déclaratif. Non, ça déclenche une imposition, comment il le décrit. En fait, oui, c'est ça. C'est ça. C'est du déclaratif, tu n'as pas besoin de donner les preuves de ces transactions, c'est ça que je veux dire. Oui et non, c'est ça. Avant, c'était comme ça que ça fonctionnait. Tu fais dans un fichier Excel ton gain en capital à l'année, tu le mets sur moi, disons, là, cette année, on parle de 350$ que j'ai envoyé en Bitcoin. C'est à peu près l'équivalent de ça que je vais mettre comme gain en capital. Et moi, toute transaction est un gain en capital parce que mes Bitcoins, ils viennent 95% du minage. Je n'ai pas de coût d'acquisition. Fait que moi, quand je dépense, je paye 100%. Oh putain, merde. Ah ouais. Mais je m'en fous parce que j'en dépense presque pas. Quand j'en dépense, c'est pour envoyer. D'ailleurs, GG, tu te souviens que je t'avais payé des billets de foot?
ben, il va falloir que je paye l'impôt là-dessus. Je t'avais transféré des bitcoins pour des billets de foot, ben, il va falloir que je paye l'impôt là-dessus. Donc, OK, je me ramasse et je vous conclus ça. Ce qui est fou, c'est que avec toutes les informations qu'on va devoir envoyer maintenant, parce qu'avant, on n'avait pas besoin de lister les transactions, mais là, ils se sont rendus compte que les gens pourraient peut-être compter des menteries. Donc, on va leur demander les transactions pour être sûr. Donc, il faut donner la date, le montant, le type de crypto, tout ça, qu'est-ce qui a été échangé. Fait que ça, c'est nouveau. Fait que là, je vais devoir me taper la recherche de toutes mes transactions que j'ai faites. Et le punch dans l'histoire, c'est l'omission. Si je ne remplis pas le formulaire, c'est 25 d'amende par jour que je n'ai pas fourni le formulaire. Et c'est 100 d'amende. Dites-vous ça, amende, vous autres, chez vous, quand Oui, il faut on le dit payer ça. Ouais, c'est ça. pénalité, ouais. La pénalité, c'est 100 Donc, si à la date il faut remettre les impôts, je n'ai pas rempli le formulaire, c'est 25 par jour et 100 par erreur ou omission. Donc, si j'oublie de trouver une transaction dans un portefeuille que je ne me souvenais plus, j'ai fait une transaction, je ne l'ai pas listé, j'ai une omission, c'est 100 par omission de Et transaction. c'est moins pire que la France, hein, parce que je crois que la France, si je dis pas de bêtises, c'est par pourcentage les erreurs. C'est pas par montant brut comme vous. En effet, ça peut être tragique, mais là, le problème, c'est que moi, si j'oublie de déclarer, j'ai envoyé 10 balles à GG pour lui faire une blague, puis je ne l'ai pas mis dans le formulaire, ça va me coûter 100 balles parce que Et j'ai omis alors, le 10 balles. Donc, c'est ça qui je est te con. donne, Ah, yes, ok. je te donne une petite info, c'est qu'en France, vérifiez avec votre avocat fiscaliste, mais je crois qu'en dessous de 300 balles, c'est pas, t'as pas de flat tax Ah, temporaire. mais ici, c'est pas Non, comme non, ça. non. Ici, c'est tout. Non, non. Ici, il faut tout déclarer. Et donc, je conclue ce sujet-là. C'est qu'en plus, ce qui est fou là-dedans, c'est que, disons que j'achète mon truc, en fait, pour les prochaines fois, quand je vais vouloir envoyer des bitcoins à GG, payer des billets ou aux Sciences pour payer une caisse, je vais passer par Bull Bitcoin. Je vais acheter des bitcoins, puis je vais les envoyer directement à la personne. Comme ça, je n'ai jamais été en possession. Fait que là, techniquement, j'ai pas de gain. Je n'ai pas acheté des bitcoins, je les ai revendus ou cédés à quelqu'un. C'est ce que je vais faire à l'avenir. C'est ce que j'aurais dû faire à chaque fois. J'aurais dû D'ailleurs, passer pour par. ceux qui, tant que j'y pense, pour ceux qui veulent utiliser Bull Bitcoin en France, Science, il a un lien d'affiliation qui est en description pour avoir moins 25% sur les frais de transaction si vous passez par le lien. Je te laisse finir, pardon. Donc, c'est ça. Mais c'est ce que je vais faire à l'avenir. Ça va être moins comme risqué parce que je ne pourrais pas considérer ça comme un gain en capital parce que j'achète et je vends tout de suite, puis je ne suis jamais en possession. Mais ça pourrait ne pas marcher parce qu'il y a un concept qui s'appelle, je l'ai écrit ici, c'est Adjust Cost Based. OK? Donc, je ne peux pas dire, j'ai envoyé 50 balles de Bitcoin à Rami, puis je l'ai acheté il y a 5 minutes. Il faut que tu prennes la moyenne de ton prix d'achat dans la période fiscale. Genre, ça t'a coûté 100 ça t'a donné, ça t'a acheté un Bitcoin en moyenne à 50 000 balles. Puis là, ben, tu l'as revendu, puis le prix, c'est 60 000 balles. Ben, Mais je pense qu'en France, on a des lois qui sont à peu près les mêmes. C'est juste que genre les gens ne déclarent pas juste tout simplement. Ils font omission et voilà, ils font leur vie et ils se préoccupent pas trop de savoir ce qui se passe derrière parce que de toute façon, l'administration fiscale ne se préoccupe pas de ce qui se passe on-chain sur C'est ça. Bitcoin, sauf si c'est pour financer du terrorisme ou si tu es Carlos Ghosn. Mais après, je ne sais pas comment ça se passe au Mais c'est ça, Canada. ici. Mais en France, c'est assez similaire. Hein. C'est juste que les gens, tout simplement, font comme si ça n'existait pas. Ça Quoi. n'existait pas. Donc, ici, le problème, c'est que là, ils font ça justement parce qu'ils se sont réveillés puis ils veulent aller chercher toutes les thunes qu'il y a là-dedans. Donc, ils veulent que les gens disent oui, oui, j'en ai la crypto, tu vas tomber dans une base de données, ils vont t'auditer. Donc, tout ça pour vous dire, les mecs, que je vais remplir le formulaire parce que je n'ai pas du tout envie de payer 25 d'amende par jour et 100 par émission pour les maigres 350 balles que j'ai envoyées dans l'année. Donc, je vais les déclarer, payer l'impôt. Et ça me rassure d'être un hodler. Et ça me donne l'argument, GG, pour te dire que je t'ai toujours dit, je ne dépense pas énormément de Bitcoin justement à cause du flou avec la fiscalité, surtout au Canada. Maintenant, c'est plus clair. Donc, il faut que tu déclares, sinon tu seras dans la merde. Et donc, acheter du Bitcoin non KYC et vivez pas au Canada. C'est ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je plains, en fait, tous ceux qui font beaucoup de trading puis de la DeFi, ils sont dans la merde parce qu'il faut qu'ils donnent toutes leurs transactions. Puis des fois, c'est quasiment impossible dans ces technologies de shitcoinerie-là. Ça va être très compliqué pour eux. Ça va leur coûter cher
en comptable. Voilà, c'est mon sujet. Est-ce que j'ai 2 minutes pour terminer mon dernier Ouais, sujet? Vas-y. je voulais juste Vas-y. rajouter que ce que le GG il a dit, il sort pas de son chapeau. On avait fait un sondage une fois pour savoir si, puisque moi je vends pas, moi j'ai jamais vendu, j'en sais rien, tu vois. Mais pour savoir si les gens déclaraient machin, on a fait un sondage et il y avait que 10% des gens qui ont dit qu'ils ont déjà déclaré, donc on s'appuyait sur ça hein, pour dire l'info. Oui, clairement. Puis ici, c'est la même chose. Là. Je pense que c'est dans très bas pourcentage de gens qui possèdent la crypto qui ont fait leur déclaration comme il faut. Il y en a, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils disent bon, ben, j'ai acheté pour 1 000 $ dans l'année, je l'ai revendu 2 000. Ils mettent 1 000 $ dans leur rapport d'impôt de gain, puis ils pensent qu'ils sont corrects. Mais là, ils ne sont plus parce qu'il faut qu'ils lisent toutes les Ouais, transactions, il faut que le dollar. Aussi, il y a ça dans ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant, il y avait des gens qui voulaient être legit, déclarer leur gain, mais là, ils ne peuvent plus le faire simplement parce qu'il faut déclarer chaque transaction. Alors voilà. Donc, c'est la merde. Une chance que je suis très heureux de ne pas avoir fait beaucoup de transactions. Et je termine sur mon sujet qui est beaucoup plus intéressant. C'est que j'ai ici le fournisseur d'électricité, comme je vous ai dit, ils ont un programme qui s'appelle le crédit hivernal. Donc, comme au Québec, on a des hivers très froids, et qu'on a oublié de faire des nouveaux barrages pour supporter toute l'électrification des voitures, tous ces trucs-là qui prennent énormément d'électricité, ben, ils nous disent ah, ben, pouvez-vous dépenser moins d'énergie et démarrer votre lave-vaisselle, disons, ou votre sèche-linge dans la journée ou la nuit pour pas que ça soit en période de pointe. Et donc, il y a un programme où le matin de 6h à 9h ou le soir de 16h à 20h. Si tu ne. Oui, comme ça. Ça va faire des explosions. C'est beau, hein? Si vous coupez, si vous ne consommez pas pendant la période de pointe, je dis le gouvernement parce que c'est une société d'État, Hydro-Québec vous donne 50 centimes de dollars par kilowattheure. Donc là, je vous explique qu'est-ce que ça implique. Mes S9, j'ai 3 S9 qui roulent ici. Si j'y roule à 1000 watts, donc c'est 1 kilowattheure, ça veut dire qu'à chaque heure que je le coupe, donc une période de 4 heures, je fais 2 $ par mineur que j'ai roulé dans la journée, que je coupe le soir. Je fais 2 $ par mineur de minage juste en le coupant. Fait qu'on me paye pour fermer mes mineurs. Et en plus, ce que je fais, c'est durant la période de référence dans la journée, je fais de la soupe, je démarre le sèche-linge, je démarre le lave-vaisselle. Ça consomme une énergie dingue et qui ne sera pas là le soir. Donc, il me donne 50 centimes de dollars sur chaque kilowattheure de tout ce que je fais dans la journée pendant la période de référence que je ne fais pas le soir. Donc, ça fait des crédits de 30 $ par période. Et à date, j'ai 150 balles de crédit. Et j'aurais pu avoir plus et je ne connaissais pas le truc de dépenser plus d'énergie dans la journée avant. Et donc, maintenant, je vais faire abaisser ma facture d'électricité en fermant mes mineurs et en fermant tout. Voilà. Tu veux dire que tu es en train d'exploiter leur système en surconsommant la journée? Exactement. Ben, pas en surconsommant parce que partir la laveuse, le lave-linge, le sèche-linge, le lave-vaisselle, avant, je le partais de toute façon, mais là, je le fais précisément dans la période où il mesure la consommation. Donc, en fait, je te laisse parler après, Rami. Mais on ne se rend pas trop compte de ces sujets-là en France parce qu'on a des climats qui ne sont pas extrêmes. Mais c'était un peu le cas du grid au Texas où l'été, il fait très, très chaud. Et en fait, tout le monde met des clims. Donc, en fait, il y a des espèces de. Là, c'est l'inverse au Canada. C'est-à-dire que l'hiver, il fait très, très froid. Donc, les gens consomment énormément pour se chauffer. Et en fait, vu que c'est impossible de stocker l'électricité, et que si tu construis une centrale nucléaire, et ben en fait, tu ne peux pas la faire marcher que la moitié de l'année, parce que sinon, c'est une aberration en termes de coûts. Et c'est là que le minage du Bitcoin devient une petite révolution, parce que ça permet en fait de les brancher quand on veut et de pouvoir stocker, entre guillemets, l'énergie dedans et de faire travailler ces centrales nucléaires ou ces grids qui produisent de l'électricité toute l'année. Et en fait, ils font des contrats avec les collectivités locales et ils disent, OK, dès qu'il va y avoir un pic de consommation, nous, on s'engage à débrancher nos mineurs. Et en fait, ils peuvent les débrancher et les brancher à leur guise. En fait, ça permet d'éviter ce type de politique un petit peu communiste qui demande qui paye les gens pour ne pas consommer, quoi. Voilà. En effet, ils pourraient produire des centrales énergétiques
pour avoir plus de puissance, ils appellent ça des peak plants, puis pour pas juste payer un peak plant à 1 milliard de dollars puis Et ouais. ouvrir 20 heures par année, ben, ils pourraient miner toute l'année avec le peak plant, puis s'en servir seulement. C'est ça qu'ils font au Texas. En fait, au Texas, il y C'est a des ça. usines pour le peak plant quand quand il y a des pointes, puis le reste de l'année, ben, il peut miner du C'est Bitcoin là où on quand peut il en a voir que besoin. le mining peut vraiment résoudre des problèmes sociétaux qui sont hyper importants et hyper ancrés dans des pays comme le Texas ou le Canada où il y a des fluctuations de température qui sont folles, quoi. Exactement. Donc, je conclurai tout simplement en disant qu'avec mes 3 mineurs, je fais environ 1 $ par jour et que quand je le ferme pendant les journées de pointe, donc c'est 3 heures le matin, 4 heures le soir, donc ça fait 7 heures dans la journée, ben, je fais à peu près 8 $ seulement avec les mineurs, peut-être par journée où il y a de la pointe, je fais 8 $, puis avec les 3 mineurs, puis je fais seulement 1 $ en 24 heures par jour avec mes 3 mineurs. Donc, c'est payant, très payant de les fermer. Merci à Hydro-Québec. Voilà. Eh bien, écoute, je t'invite à acheter du Bitcoin directement avec cette subvention de la grille canadienne. C'est pas fou ça. Hey, puis merci les gars, merci Rami, c'était fun de te rencontrer. Merci tout le monde. Et je voudrais Pareillement. dire que je vous prépare un truc peut-être là dans le courant de l'année. J'aimerais ça faire un cours sur l'histoire de la monnaie avec tous mes livres que j'ai lus. J'ai tout résumé ça. J'aimerais peut-être faire ça avec les gars d'Out2 Bitcoin. On est en train de travailler ça. Et je vous annonce que peut-être que je serai au BEF finalement. Je suis en train de regarder ça. Fait Ouh, que, ben, en fait, il y a des trucs, c'est que incroyable. je ne sais pas s'il va rester des billets quand la billetterie va ouvrir. Donc, La billetterie yes. est ouverte là, je crois, hein. Ouais, D'ailleurs, mais c'est pour ceux qui, Alors, qui étaient hop, là l'an ouais, passé. instant pub, merci de le rappeler. La billetterie du BEF, du Bitcoin Economic Forum, donc c'est un événement hardcore de Bitcoiners qui se passe en Bretagne. Elle est ouverte actuellement pour ceux qui avaient déjà eu un billet avant, donc qui privilégient ceux qui sont déjà venus. Mais une fois que cette période, je crois que ça se finit au 29 février, un truc comme ça là. Une fois que cette période est finie, les billets restants seront mis en vente. Donc on va en reparler dans le bunker. Voilà, c'est une affaire à suivre de près. C'est vraiment l'événement où il faut être euh, quand on est en France, quoi. en tout Donc, cas, David, tu ne seras pas le seul Québécois parce que Francis sera là. Il y aura peut-être aussi Pablo de Bull Bitcoin aussi. Ah ouais, Francis sera là. Ben, une Mm. raison de plus pour que je me joigne à vous. Merci les gars, j'y vais, je vous laisse. C'était un Merci, plaisir. Calice. Allez, ciao, ciao, Salut. merci. Merci. Bye. David, pardon. Eh ben, nous voilà de retour avec Rami. Dernière petite annonce, les gars, on essaie de tenir les 2 heures maintenant d'émission. Et en plus, ce soir, c'était un peu fouillis, mais bon, on va le refaire de temps en temps, les open mic. Moi, j'aime bien faire venir des gens comme ça, et puis ça, c'est plus léger pour nous, tu vois. Donc, si jamais il y a quelqu'un... On a fait un record d'audience sur YouTube, hein. Tout à l'heure, on avait Ouais. 59 personnes en live. Pour le live, ouais, c'est assez énorme. Et puis, si jamais Mm. il y en a parmi vous dans la commune qui veulent monter, même s'ils veulent pas montrer leur tête, qui restent juste en audio, c'est possible. Je vous ai donné la démarche, je vous envoie un DM. Là, ça va faire short. Prochain créneau dispo, on va dire à 50, mais sinon, on reste avec Rami. Voilà, si quelqu'un veut monter. Moi, j'ai une petite question pour Rami, à moins que tu avais prévu déjà une question, Science. Non, non, vas-y, vas-y. Rami, Mhm. toi, tu as quand même hacké pas mal de trucs, dans le sens où tu arrives à travailler pour des boîtes crypto, tu arrives à te faire payer en crypto, donc tu arrives à générer de l'argent un petit peu juste avec une connexion Internet Et avant. et un PC. J'aimerais, première question, que tu nous dises un petit peu comment tu as fait un petit peu pour pour trouver des clients et pour te faire un petit nom un peu dans ce domaine et pour que des clients te fassent confiance et t'apportent du business de un. Et la deuxième Ouais. question, ce serait qu'est-ce que tu conseillerais au mec qui est en France et qui a envie de vivre un peu le lifestyle que tu as, c'est-à-dire de voyager, de faire de l'oseille sur Internet. Qu'est-ce que tu lui conseillerais concrètement en choses pratiques? Bah, donc, pour la première question, c'est, du coup, comment on a fait pour trouver nos clients? Nous, ça a été beaucoup, 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 bah, que des events, bouche à oreille. C'est que j'aime bien parler aux gens, j'aime beaucoup les rencontrer, savoir ce qui se passe, quels sont les trends et cetera. Donc, je suis très curieux, je me renseigne beaucoup et je pense que si on aime beaucoup ce qu'on fait, en fait, c'est pas forcément, on va dire, le domaine en particulier, mais si tu veux, enfin, nous, en tout cas, comme on avait fait, c'est de façon très humble. On est juste venu dans des events. On voulait savoir qu'est-ce qui se passait
et on voulait voir quelles étaient les problématiques et venir avec des solutions concrètes et vraiment casser les codes. Donc au Donc début, concrètement, toi, à l'époque où tu étais à Paris, je m'en souviens, tu allais à chaque fois qu'il y avait des apéros, la station partout, F, tu étais même allé partout, au ouais. Sénat. Tu étais vraiment en C'est là, mode, c'était tu allais incroyable. à tous les événements avec ta petite Ouais. carte de visite et tu parlais à un maximum de gens. C'est ça concrètement? C'est ça. Mais en fait, je me suis rendu compte, nous, ça nous a pris beaucoup de temps, par contre, avant de faire un réseau. C'est que les premières années, c'est un cercle ultra fermé, personne ne veut te parler parce que tu as pas de case studies. En fait, tu es personne et tu viens de nulle part. Tu sors pas d'HEC, tu sors pas de l'ESSIL, tu sors pas des meilleures écoles d'ingé ou quoi que ce soit. Donc forcément, c'est pas le plus évident, en tout cas quand tu es dans la tech. Il y a beaucoup l'étiquette qui joue. Donc si tu viens pas par, des mêmes endroits, des personnes, donc tu fais pas partie des leurs. Et nous, on va dire, c'est au bout de 3 ans, on a commencé à vraiment, on va dire, faire un réseau en France et on a commencé à se faire inviter dans des events un peu plus privés ou commencer à se faire recommander à gauche, à droite. Mais même à la fin, c'est pas si intéressant que ça parce que en vrai, il y a 3-4 personnes dans l'écosystème qui se passent la balle et qui ont les meilleures opportunités en France. Parce qu'en France, dans le domaine des cryptos, tu as 3-4 gars comme ça qui prennent tout le temps les mêmes choses et après tout le reste, ils prennent les miettes. Et même dans les miettes, tu as différents niveaux, mais tu peux atteindre un certain level. Mais à un moment donné, c'est bouché. Je sais pas c'est dû à quoi exactement, mais il y a une espèce de mafia un peu sombre et qui est impressionnante. Et dès que je suis parti à l'étranger, c'est là où j'ai jamais fait autant de réseaux, tu vois, en 1 an, tu vois, qu'on avait beaucoup bougé à l'étranger que sur les 3 dernières années en France. Il y a un truc simple, c'est que, par exemple, en France, j'ai jamais rencontré de VC de ma vie. Voilà. Ici en Asie, j'en ai, par dizaines, tu vois? C'est bête, hein, mais des investisseurs, ça existe pas et en même temps et si tu arrives à en trouver, ils veulent que tu sois déjà rentable, que ton business, il marche déjà, que tu aies déjà 3 ans de track record et peut-être je vais investir un peu. Alors qu'à l'étranger, tu as un pitch deck bon, j'abuse, tu vois? Mais tu as un pitch deck et un PowerPoint et c'est bon, c'est parti, tu peux lever. Mmh. Du moment que ton truc, il break the rules, tu es la bonne équipe et ça part Donc, et go, donc- tu donc vois? toi, un petit peu ta botte secrète que tu dirais aux gens, c'est descotchez-vous un peu de l'écran, allez faire du réseau dans la vie réelle, faites-vous des contacts en allant boire des cafés, inviter des gens au resto, aller Ouais, à des events, et c'est ça qui peut déclencher un réseau et que tu puisses ensuite ouais. en vivre et vendre tes produits, quoi. Bah, le truc, c'est ça, parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es à froid, je trouve, après chacun son expérience. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus de business quand ils le font, on va dire, avec des campagnes de mailing ou alors du mass DM, et cetera. En tout cas, nous, c'est pas notre cas. Moi, je sais qu'on a beaucoup plus marqué les personnes en leur parlant directement et on a créé un lien de confiance avec eux. Parce que quand les gens, ils te voient juste par un message privé, tu un message Ouais. parmi tant d'autres et en Mmh. fait, on sait pas tu qui et tu pas envie de donner et ils vont être beaucoup plus durs avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qui il connaît? Quels sont ses résultats, en fait, impactants? C'est quoi les data clés qu'il y a autour de lui? Bah, si ça me convainc pas, je vais prendre un autre et ils vont être très terre à terre. C'est des chiffres. Qui a le chiffre le plus gros? Bah, Mmh. c'est lui. Bah, pourquoi je vais passer par un autre? Son site est plus joli, il a plus de tu vois, il a des entreprises qui ont fait plus de CA avec qui il a bossé, machin chouette et tout. Donc ça va être très dur de se démarquer. Alors que IRL, nous, on s'est beaucoup démarqué par la confiance et le fait qu'on s'implique beaucoup plus sur leurs projets et que, bah, on s'aligne sur les mêmes visions et les mêmes Puis il y a valeurs qu'eux l'aspect et humain, ça, les gens ça ils voient ta rassure. personnalité, ils Exact. t'apprécient humainement et en fait, il y a toujours un biais quand tu as rencontré une personne dans la vraie vie, que tu as passé un bon moment avec lui, une bonne conversation, que tu l'as vu, le fait d'être Mmh. physique avec lui, ça change tout dans la relation, ça c'est sûr. Ah ouais, non, mais ça change vraiment, du tout au tout et en fait, on te donne la chance. En tout cas, moi, j'ai la comparaison que je fais entre la France et l'étranger. Si vous avez l'opportunité de faire des events à l'étranger, faites-le. Ça en vaut beaucoup plus la peine que de payer un ticket à 1 balles pour être à la Vivatech. J'ai fait 2 Vivatech, j'ai fait les plus grosses confs à chaque fois crypto en France, que ce soit PBWS, NFT Factory, tous ces machins et tout et tu sens tout de suite que, c'est beaucoup plus fermé. Quelques events à l'étranger. On te donne la chance, on te donne l'opportunité. Après, c'est à toi de la transformer. Si tu la transformes pas, la plupart du temps, c'est ta faute. Même s'il y a un cercle toujours il y a toujours une espèce de mafia qui se partage un peu les opportunités, mais tu peux vraiment faire, je trouve, hein, à l'étranger, c'est beaucoup plus simple de se faire une place, Mmh. un nom, et cetera. Et en Et fait, même et si et t'as pas, ouais. Et toi, quelqu'un qui voudrait, qui est salarié là en France, qui voudrait se lancer un petit peu à son compte, faire du Wi-Fi Money un peu comme tu le fais, tu lui Mmh. conseillerais quoi? Toi, c'est quoi? C'est du dev que tu fais ou du conseil? Moi, je fais encore du dev, je dev encore et on dev, tout le temps avec les mêmes devs depuis plusieurs années maintenant. C'est tout le temps les mêmes free avec qui on bosse. Je fais un peu de project management et de gestion de dev et trucs de ce type-là et beaucoup de mise en relation, parce qu'on connaît maintenant du monde. Mais, bah, notre service, il est simple en fait. C'est que nous, on vient voir des personnes qui veulent build des projets, ils veulent quelque chose de qualité.
Donc, nous, c'est ce qu'on va venir offrir. Ils veulent que le truc soit fiable. Après, il y a un truc, c'est que la confiance dans les cryptos, c'est encore plus important qu'ailleurs parce que les devs peuvent toujours inclure des bugs ou des trucs de ce type-là ou partir avec la caisse. Donc, le lien de confiance, il est encore plus important quand tu fais ça. Parce que Ouais. combien de fois, nous, on est venu nous voir parce que les gens se sont fait scam des millions auparavant par des anciens devs et nous, on est full doxé, on est full, on fait les choses proprement et on a des partnerships qui rassurent. Donc, les gens ont envie de bosser avec nous. Donc, c'est beaucoup un jeu de confiance. C'est est-ce que tu es capable de faire? Et après, faut convaincre par ça. Donc, si tu as pas de case studies, c'est un peu compliqué. Donc, faut faire le dos rond, baisser la tête et foncer, hein. Nous, c'est comme Et, et- ça et qu'on donc, a toi, fait Faut tu, vraiment se, tu beaucoup faut mieux. conseillerais se quoi faire, aux gens qui sont faut se salariés? faire- faut se faire un track record, hein, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est dur. Si t'as pas de track record, c'est compliqué. Donc, si tu es Euh, salarié, je dirais, tu fais un side et tu te commits à fond et tu essaies de faire un truc avec des utilisateurs, une valeur ajoutée et tu le pushes. Et après, le but, c'est que tu collectes de la data, en fait. Si t'as rien, bah, t'es personne. T'es en mode, vas-y, t'es bien gentil, t'as de beaux yeux, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec toi? Faut leur donner du concret. Donc, si t'as le temps, on va dire, les week-ends, il y a, je sais pas, tu builds un SaaS, tu fais un truc et tu essaies de monter avec des utilisateurs. Et en fait, on voit que tu arrives à monter un produit, à maintenir un produit et le gérer. Et en fait, faut qu'à chaque fois que tu bosses avec quelqu'un, ils disent, mais en fait, toi, t'as pas besoin de moi, mais vas-y, j'ai quand même envie de bosser avec toi. Mais si tu montres à la personne en face de toi, bah, que tu as vraiment besoin d'elle, bah, jamais elle voudra bosser avec toi, puisque tu es moi, un, je tu vois. réponds juste à. Il y a quelqu'un qui dit que c'est super intéressant ce que tu dis, il s'appelle H. Et H, il demande pourquoi vous faites pas des space, les gars. Ben, franchement, nous, notre format, c'est le stream, mec, si tu nous découvres. Donc, on est là tous les dimanches. Après, on s'interdit pas un jour de faire des space, pourquoi pas. Mais Le à problème, voir. c'est qu'on peut pas on peut pas faire les lives qu'on fait en vidéo, on peut pas les restream en space, sinon on l'aurait fait. Non, mais pourquoi pas en faire aussi de temps en temps, je sais pas. On verra avec la commu. Si tu nous connais pas encore, rejoins-nous sur Telegram. On a une commu où on continue la discussion tout au long de la semaine. Et si on voit qu'il y a des sujets spécifiques, des fois une actu, machin, et que c'est demandé, on fait des spaces, il n'y a pas de souci, hein, dans la limite de notre temps, quoi. Donc Rami, voilà. Donc les conseils de Rami, c'est si vous faites pas encore de Wi-Fi Money, priorité numéro un, faites des side projects après votre boulot, essayez de pousser ça et de vous construire un track record et vous Je vous serais plus appuyez là-dessus. radical. Ouais, En, vas-y. en vrai de vrai, pour être plus radical, les side projects, ça marche pas parce que ça reste un side project. Je dirais, faut tout le temps être commit à 100%. Nous, on essaie toujours de s'impliquer à 100%. Sur les premiers projets, au début, t'es pas payé ou des trucs comme ça. Vaut mieux que tu sois 100% sur un projet et que tu fasses la meilleure qualité possible plutôt qu'un truc qui prend 20 ans à sortir et après, t'es plus du tout product market fit parce que la méta, elle a changé, parce que maintenant, il y a des nouvelles techno et il y aura toujours un petit Indien qui sera meilleur que toi. Donc, je dirais la concurrence, elle est rude. Donc, le plus important, je dirais, c'est de délivrer vite et bien. Donc, faut être full time. Je dirais, faut prendre le risque. Je sais que c'est difficile parce que peut-être des personnes ont des factures à payer ou quoi, mais peut-être essayer de mettre de l'argent de côté pour avoir peut-être 3 mois de visibilité et après être full focus sur son projet, au moins lui donner une chance. Ok, donc toi tu dis, ça sert à rien de commencer à faire ça le week-end, faut juste genre lâcher son taf, se mettre Ouais. en mode monk mode, en mode Mmh. moine, taffer à fond et vraiment s'immerger dans le truc pour avoir une chance de pouvoir en vivre, quoi. 100 d'effort parce qu'en fait, le temps, il est compté. Je sais pas pour vous les gars et peut-être que vous avez ressenti déjà aussi la même chose, de par le passé parce que vous avez plus d'expérience que moi, mais moi, comment je le sens, c'est qu'à chaque fois que j'ai reporté une opportunité à plus tard, je l'ai regretté plus tard. Donc, et à chaque fois, tu vois, tu dis: «Merde, en fait, j'aurais dû foncer, j'aurais dû foncer, j'aurais dû foncer». Mais Je dis par c'est pas défaut, ça, faut toujours foncer. c'est pas tout à fait. Je l'aurais pas exprimé comme ça. Moi, je dirais que c'est comme les enfants, tu vois. Je comparerais aux enfants ou au projet. Tu as vu quand OK. tu as envie de partir, tu rêves de, je sais pas, tu rêves d'aller vivre en Malaisie, admettons. Mmh. En fait, il y a toujours le biais psychologique qui se dit, putain, c'est risqué, il faut que j'accumule un max de capital, il faut qu'il y ait telle condition, c'est pas le bon moment, nanana. Et moi, je dis toujours, bah, il faut faire gaffe au PNR, au point de non-retour. Et des fois, il vaut mieux se mettre au pied du mur et se lancer. Il n'y a jamais de bon moment. Et faut calculer son coût, toujours pareil, tu vois. Mais il vaut mieux trop tôt que trop tard. Voilà, c'est ça. Yes, ça Ouais, c'est clair, ça c'est ça c'est sûr clair. que plus t'attends, plus ce sera difficile. Moi, j'avoue, j'ai fait plein de moves quand j'étais dans ma vingtaine, quand j'avais pas de meuf, j'avais pas de trucs stables, je pouvais dormir sur des matelas, mec. Tu sais, quand tu grandis, mec, t'as plus le même rapport à toutes ces choses-là, tu vois. Tu rentres de soirée en Uber, tu dépenses plus, et en fait, les risques, plus jeunes tu les prends, plus ce sera facile à faire.
tout plaquer et partir habiter en Malaisie quand tu as 2 gosses, Ouais, que tu as 35 ans, c'est pas la même chose que quand tu en as ouais. 26 ou 27, quoi. Mais en Je... tout Est-ce cas, qu'on dans. se... Ouais. Non, j'allais dire, est-ce qu'on se ferait pas un petit questionnaire PLS avec Rami? Moi, ça me plairait. Bah, le Bah, questionnaire juste. PLS, j'avais commencé à l'écrire, mais j'ai, comment il s'appelle, Oussama qui nous a dit qu'il venait pas. Ouais. Du coup, j'avoue, je l'ai pas trop Bah, prévu là c'est pas pour le grave. coup. On peut le faire instinctivement, hein. Rami, Juste avant, je voulais juste dire un dernier truc par rapport à ça. En vrai, l'étranger 100%. Je donne juste un exemple concret. C'est qu'à un moment donné, nous, on hésitait entre Hong Kong. Ah, il est parti. Ah là, il est là. OK, à un moment donné, on hésitait entre Hong Kong et Thaïlande parce qu'il y avait 2 confs à peu près au même moment, un truc du style. On avait déjà payé nos tickets, de conférence, plus nos billets d'avion et cetera pour la Thaïlande. On a choisi Hong Kong, on a choisi de full focus une opportunité. C'est là où on avait commencé à bosser avec un fonds suisse, et du coup ce même fonds même cette même opportunité après derrière, nous a débloqué un autre client qui est aussi une boîte suisse, mais qui était basée à Dubaï, enfin qui sont encore basés à Dubaï et tout. Donc en fait, c'est un effet d'échelle. Il suffit d'un seul truc pour que ça fasse, vraiment une escalade. Et le truc, c'est le fait d'avoir bougé à l'étranger, ça nous a tout le temps débloqué plein de choses derrière. Et à chaque fois, je dirais, c'est de choisir en mode bozo. Je sais pas pour vous les gars, mais vous me dites ce que vous en pensez, hein. Mais IMO, j'ai toujours pris la pire décision quand j'ai trop réfléchi, et quand j'étais en mode left bell curve et 0 full instinct, bah, c'était toujours la bonne. Et maintenant, c'est une de mes résolutions de 2025, c'est tout le temps de réfléchir en mode, gros débilos, tu vois? c'est pas ça, c'est putain, je vais faire Le l'influenceur vieux? motivationnel, mais OK, il faut être capable de prendre les décisions vite. T'as une moins, c'est clair. c'est moins facile de regretter une décision que tu as pris vite, parce que justement, tu l'as pris vite, donc si ça se plante, ça se plante, ça se plante pas, voilà. Mais 100%. une décision que tu as macérée longtemps et qui se plante, mais là, tu la regrettes, tu vois, tu te dis vraiment, tu as perdu ton time, tu vois. Moi, Mmh. c'est mon approche aussi de l'entrepreneuriat ou des projets. Moi, t'as vu, il y en a, ils font des trucs hyper polis, hyper bien, et moi, je suis plutôt du genre, on apprend en marchant, tu lances au plus vite, tu améliores au fil de l'eau. Et ouais, la quick decision, c'est souvent un truc qui paye en rétrospective, quoi, tu vois. Mmh. Faut dire la Parce qu'en vérité. fait, on sous-estime notre capacité à prendre des décisions et analyser les choses. En fait, ce qu'on appelle instinct, c'est juste une façon de dire qu'on a réfléchi très rapidement sans connaître le chemin d'arriver à cette décision-là, en fait. Je pense, c'est juste notre cerveau, on le sous-estime. Euh, Et ce qu'on appelle feelings, en fait, c'est juste un chemin de réflexion très très rapide. on va te poser des questions maintenant, C'est et bon, j'ai tout ce qu'il faut là, je des les ai sé- notés là. une série de questions très rapides. Il faut que tu répondes par une phrase ou non, un mot Allez, même, tu vois. Tu Ça peux te parle, passer aussi, hein. tu peux passer si t'es pas à l'aise, etc. une phrase ou un mot. C'est le Ouais, tu moment du réponds, c'est en questionnaire mode au tac PLS. au tac, tu vois. Tac, tac. Ok. C'est le moment du questionnaire PLS. Rami, Science, je te laisse rajouter des questions si tu veux, hein. Vas-y, vas-y. Rami, est-ce que tu penses que la France, à l'échelle mondiale, est un pays raciste ou pas? Elle est trop bizarre la question. Par Oui, comme tout rapport le à monde. l'échelle mondiale, par rapport aux autres pays dans le monde, est-ce que tu penses que la France est un pays raciste? Elle fait partie des moins pires. Ok. Ok. Tu préfères un monarque de droit divin, un dictateur éclairé ou une démocratie directe? Une dictature éclairée. Dictateur éclairé. Ok. Est-ce que tu pourrais te marier avec une femme qui a un body count au-dessus de 10? Non, Non. Ok. Toi, le body count parfait, ce serait quoi? 0? je passe. Je passe. Ok. Est-ce que tu penses que des humains ont déjà mis les pieds sur la Lune? J'avoue, je suis dubitatif. Je dirais à 60% oui. J'ai beaucoup 60% réfléchi oui. à la question, Ok. ouais, 60% oui. Est-ce que tu penses que les États-Unis étaient au courant ou ont organisé ou ont aidé à organiser les attentats du 11 septembre? 90% oui. 90% oui. Ils l'ont organisé, ils ont aidé à l'organiser ou juste ils savaient? Je sais pas qui, comment, quoi, mais ils sont pas loin, Ok. en tout Ok. cas. Si tu devais vendre toutes tes cryptos et investir dans une classe d'assets, tu choisirais quoi? L'immobilier, les actions ou les métaux précieux, mais métaux précieux en ETF ou pas en physique, quoi. Immo, stock ou métaux précieux? Ça dépend de l'objectif de la personne. Non, Si tu as toi, encore toi, Toi, à toi. moi, maintenant là.
Je suis trop jeune, donc je dirais IMO. IMO. Dans Ok. 20 ans, je t'aurais dit métaux précieux, par exemple. Ok. Quand tu as envie de faire le barbare en junk food, je dirais quand tu es hangover, mais tu bois pas, je crois. Non. Quand tu es vraiment en mode faiblard, tu vois, et que vraiment tu fais le barbare en junk food, c'est quoi ta junk food que tu tapes en mode quand tu es au bout de ta vie, quoi? Le meilleur plat du monde, pizza. Pizza. Ok. Ouais. Pizza de bois. Quel est ton guilty pleasure, Rami? C'est-à-dire, si t'as un style de musique un peu girly que t'écoutes, ou une série, un truc un peu inavouable que tu kiffes et qui est pas très, entre guillemets, street crédible. Mmh. En ce moment, j'écoute de la poésie. Ok. Non, Genre, c'est street cred de la de la poésie, hein, mais poésie. ok. Ouais, stylé. Tu les fais quoi en audiobook? Enfin, en audio Même ou? pas, même pas, même pas. C'est juste, je tombe dessus de temps en temps sur Insta et je les répète 15-20 fois d'affilée, genre le même extrait, tu vois. Ok, ok, ok. Si tu devais acheter, vendre toutes tes cryptos ou tes bitcoins, je sais pas ce que tu as, et investir tout dans un shitcoin, donc t'achèterais quoi? Si tu devais mettre tout dans un shitcoin, donc ce serait pas Bitcoin et pas Monero et pas USDT. Si tu devais Ah, te ok. mettre 100% de Un tes shitcoin, avoirs un vrai dans un shitcoin. shitcoin. Ah, un vrai shitcoin, ok, pas les trucs Ouais, non, top même, 50 du truc. enfin, je sais pas quelle est ta définition d'un shitcoin, hein, mais Ouais. Ethereum, Tron, tout ce que tu veux. Bah, si tu me parles d'un pur shitcoin comme ça, je dirais même aucun Non, parce que non, non, mais tout, un altcoin. Un altcoin ou une crypto, sauf ok. USDT, BTC ou XMR. Et ils puent tous leur race. Parce qu'en fait, si tu préfères. Non, c'est vrai parce que je sais pas comment dire. Nous, on a été derrière, on sait comment ça marche. En fait, ça dépend de la team, qu'est-ce qu'elle veut faire, tu vois. Tout dépend de la team. La team, elle veut vendre, ça va dump, t'inquiète pas que ça va dump. Elle veut que ça pump, t'inquiète pas que ça va pump. Donc, c'est jouer au loto là. En vrai, j'ai même pas envie de répondre. C'est Ok, vraiment non, jouer tu au loto. passes. Ok. Tu peux passer. T'avais une Ouais, je autre pense. question pour Rami Science? Ouais. Est-ce que tu penses que Brigitte Macron a un pénis? Je pense pas. Ok, Ok. ok. Il y Bon a ben beaucoup de voilà. femmes qui, malheureusement, elles sont pas gâtées, tu vois. C'est un peu Ok. triste. Non mais Moi, on a le droit. franchement, sur Brigitte Macron, j'ai aucune certitude. En tout cas, il y a des trucs qui se sont passés. Il y a des trucs par rapport à cette nana-là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de la pédophilie, des trucs de Waouh. transgenre, mais ça sent le mammouth. Et tu Ok. sais, quand tu te rends compte que, en fait, tu analyses un peu les réseaux, les Jeffrey Epstein, tous ces trucs-là, tu vois qu'en fait, ils font monter des gens quand ils ont des dossiers sur eux. Eh oui. C'était ça, Jeffrey Epstein, le Mossad. Et en fait, l'arrivée de Macron, elle était hyper suspecte déjà. C'est Attali qui l'a sorti de son chapeau magique. Il est arrivé, il a été télescopé ministre de l'économie. 3 ans après, le mec, il était soutenu par tous les médias et il était président. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis que ce mec-là, c'est possible qu'ils aient des trucs hyper glauques sur lui pour pouvoir le tenir. Et son arrivée, elle était tellement pas organique. Tu vois, encore un Sarkozy, tu vois, c'était une crevelure, mais on l'a vu arriver, tu vois. Il était maire de Neuilly, il avait faim, il mordait le steak, il est passé par toutes les étapes, tu vois. Tous ces mecs-là, tu les as vus grossir, les Ouais. Hollande, Sarkozy, en vrai, les Chirac, tout le plus le monde. temps passe, Tu plus vois, je mais Macron, respecte. Macron, tu sens que c'était vraiment le système avec un grand C, euh, S, pardon, qui l'a pris et qui l'a posé là, tu vois. Ok. Bon les gars, je pense qu'il est temps d'en finir. On est déjà à 2 heures d'émission. En tout cas, Rami, merci beaucoup d'être venu. Au Euh, plaisir. Grave. on a pu apprendre un petit peu, pas trop parce que tu es aussi un peu discret, mais on a pu apprendre un petit peu sur. C'est la première fois qu'on a quelqu'un, je crois, d'Asie. Non, on avait aussi Laurent, il nous a parlé de Hong Kong. Mais la prochaine fois, il viendra nous parler de Moscou. Et puis, au Mhm. plaisir de te recevoir une autre fois. Et moi, perso, j'ai bien aimé le côté détente de l'open mic ce soir. On refera peut-être ça à l'occasion. Donc, vous nous direz si ça vous a plu dans les commentaires. Et puis voilà, quoi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi l'émission. On passera la rediffusion demain ou dès que possible. Et puis, je vous dis une très bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonne soirée. Salut les gars, merci Rami. Ciao. Ciao.